Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Contournement. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être aux Arches Citoyennes en compagnie d'Alexandre et Thierry, les deux des cofondateurs de La Bastide, et un troisième. Voilà, que pour l'anecdote, on n'a pas pu inviter parce que j'ai que 3 micros, donc je m'excuse auprès de lui, mais ça n'est que partie remise. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ça très bien. Bah écoute, ça va. J'écris plus mes intros, donc maintenant j'improvise un peu à chaque fois. Donc voilà, bah écoutez, on est là ensemble pour parler de La Bastide, principalement, un petit peu de vous, toujours. La Bastide, l'agence donc, que vous avez cofondée. J'allais dire agence no-code, mais en fait, est-ce qu'on a besoin de mettre no-code Un podcast autour du no-code. Ouais, et puis finalement, c'est pas ça qui décrit fondamentalement l'agence, et puis rien ne vous empêche de mettre le moyen no-code en fait, si vous qu'on avez... utilise pour répondre aux besoins de nos clients. Exactement. Et bah écoutez, on va parler de tout ça. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. On va peut-être commencer par Thierry, au hasard. Ok. Voilà, donc moi je Thierry, j'ai 58 ans maintenant, depuis quelques jours. Et donc j'ai un parcours assez long forcément vu mon grand âge. Donc j'ai commencé en fait, moi j'ai déjà fait des études d'ingénieur que je n'ai pas terminées. Ça a son importance. Et donc j'ai commencé en fait ma carrière comme représentant dans une grosse multinationale qui s'appelle Unilever. Et donc sur le terrain d'abord, et puis après je suis monté au siège pour faire du trade marketing et de la négociation centrale. Et après, j'ai quitté les grands groupes qui me satisfaisaient pas pour aller dans une petite société qui faisait, pas petite, pas si petite que ça dans son domaine, mais petite par rapport à un grand groupe, qui faisait de la PLV. Et puis, pendant cette première année de séjour hors des grands groupes, j'ai accompagné un de mes amis au Canada pour négocier un contrat d'import d'une franchise d'immobilier. Ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à négocier quelque chose de satisfaisant, mais je suis revenu avec une idée en fait qui m'a permis de créer une start-up. Enfin, je sais pas si ça s'appelait déjà comme ça, c'était en 96. Okay. Et donc c'était autour de l'immobilier aussi, donc c'était porter les petites annonces. En fait, l'idée initiale c'était de partager les biens immobiliers entre différentes agences. C'est une agence qui avait un bien immobilier, une agence qui avait un acheteur, et ils se partageaient la commission et ils vendaient plus rapidement. C'est ce qui se passait aux États-Unis, et ça fonctionnait très très bien avec un logiciel, un vieux truc. Et je me suis dit, avec Internet, on doit pouvoir faire mieux que ça. Voilà. Donc ça marchait pas trop, enfin le logiciel marchait pas trop mal commercialement, ça marchait un peu moins bien. J'avais sous-estimé le problème français qui est que quand t'as un bien à vendre, tu arriveras toujours à trouver un acheteur. Alors que quand tu as un acheteur, c'est pas évident de trouver un bien. Le plus difficile, c'est de trouver les mandats. Toi, tu t'occupais de quoi là-dedans ? J'ai fondé la boîte, je m'occupais de la partie technique avec un de mes anciens collègues de chez Unilever. Et on a donc monté ça tous les deux. Après, on a pris un commercial à un moment pour essayer de développer l'activité. Mais ça n'a pas pris tout de suite comme on voulait. Et puis à un moment, je suis tombé à court de mes fonds personnels. Et comme je suis nul pour chercher des fonds, et en plus à l'époque, c'était pas si facile que ça. C'était avant la vague Internet de 98-99. Du coup, après, j'ai fait autre chose. Donc, je suis allé dans une autre boîte. Et puis, j'ai finalement trouvé un acheteur pour mon logiciel, un réseau d'agences immobilières. Voilà, et puis après j'ai rejoint une autre start-up. Là, c'était pas moi qui l'avais cofondé, mais en fait j'ai rejoint un projet. Il y avait des investisseurs qui avaient mis sur la table 10 projets, et ils montaient une équipe pour chaque projet avec un budget. Et à la fin, soit tu avais réussi à faire quelque chose avec ce budget, enfin être rentable, à te revendre. C'était un peu la mode à l'époque. Ou alors c'était fini. Voilà, c'était assez simple comme brief. Bon, ça a été fini. Voilà, deuxième échec. Et puis, j'avais à ce moment-là, j'avais recruté une personne pour faire des partenariats, devenu une amie.
Et elle avait un frère qui s'était fait larguer par son directeur informatique. Et donc m'a demandé de l'aider. Elle m'a demandé de l'aider quelques mois, le temps qu'il retrouve quelqu'un. Et puis finalement, on s'est très bien entendu, on s'est associés, on est restés 18 ans ensemble. Okay. Donc une boîte à la fois tech et ce qu'on appelait click and mortar à l'époque, où on avait à la fois une activité physique, en fait, on vendait des objets publicitaires, mais on le faisait sur Internet principalement. Donc je me suis occupé de la partie informatique, j'étais directeur général de la boîte, je m'occupais principalement de la partie informatique, CRM, etc. Et puis après, j'étais une boîte, il y a eu plusieurs événements dans la boîte, on a pivoté 5 ou 6 fois avant de trouver le bon business model qui était de vendre des clés USB. Et puis après, par la suite, on a étendu à d'autres types d'objets publicitaires électroniques. Et ça marchait très très bien. Et je me suis occupé beaucoup de la partie innovation, c'est-à-dire trouver des activités parallèles, parce que c'est très cyclique en fait l'objet publicitaire. Et l'objectif, c'est de trouver des activités qui étaient moins cycliques, et qui permettaient de lisser, de diversifier l'activité, d'être moins dépendant en fait de ce marché, parce que c'est un marché qui fonctionne bien, mais qui est aussi fragile. Alors, par exemple, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, on était à plus 100% de chiffre d'affaires à fin septembre. On a terminé l'année à plus 30. Le coup de frein a été assez sévère. Voilà. Et par contre, ça redémarre plus vite que la publicité de manière générale. Donc j'ai fait ça, et après, mon associé a décidé de vendre la société. Donc, étant minoritaire, très minoritaire, j'ai suivi, comme tout le monde. Je suis resté un petit peu avec le repreneur, et puis on s'est séparés parce que ça ne marchait pas. Ce qui est souvent le cas. C'est difficile. Ouais. Voilà, puis après, j'avais pris conscience entre-temps que l'objet publicitaire, c'était pas l'activité la plus écologique du monde, parce qu'en fait, on importait des produits de Chine qui avaient comme seul objectif de permettre de vendre d'autres produits. Une partie était certainement fabriquée en Chine aussi. Et donc, je me suis formé en fait aux problématiques d'énergie, climat, beaucoup intéressé à l'économie circulaire aussi à ce moment-là. Et puis, à un moment, là où je reviens sur le fait que j'avais pas fini mes études d'ingénieur, c'est que j'ai ressenti le besoin de me remettre un peu à niveau, vérifier si mon parcours dans les PME m'avait pas largué sur les méthodes, des trucs comme ça. Donc, j'ai fait un master à l'ESSEC en 2019 qui s'appelle Management Général. Et donc ça s'est trop bien passé, pas de souci. Et en parallèle de ça, donc j'ai pu bosser pour GRDF sur un projet industriel, donc rien à voir avec le no-code ou l'informatique. Je de voir comment on va arriver à Bubble dans tout ça. On y vient très vite. Et donc ce projet-là, qui était un projet industriel, visait en fait à transformer les biodéchets, donc c'est-à-dire tous les déchets organiques que les gens jettent dans leurs poubelles, et les industries aussi, en produits qu'on peut mettre dans un méthaniseur pour fabriquer du gaz. Parce que GRDF, son métier, c'est de transporter le gaz jusqu'à l'usager. Et donc, il y a une problématique aussi stratégique pour eux, c'est que si on veut plus de gaz fossile, si on met pas du gaz produit plus naturellement, ça ne marchera pas. Ils vont mourir. Donc il y avait ce projet-là, en fait, qui était assez important pour eux. Donc, j'ai travaillé là-dessus, et dans le cadre de ce projet-là, en fait, on a l'idée de mettre une application, en fait, pour permettre à la fois aux producteurs de savoir ce que deviennent leurs déchets, à quoi ils ont servi, et notamment en termes d'externalités positives, c'est-à-dire combien d'hectares de champs ça a permis de fertiliser, combien de kilomètres de bus roulant au gaz naturel ça a pu faire rouler, etc. Donc donner des choses un peu concrètes. Et puis de l'autre côté, pour les agriculteurs qui font la méthanisation, les rassurer sur ce qui va rentrer dans leur méthaniseur, parce que derrière ça finit dans les champs, donc c'est important de pas avoir de pots de peinture ou de bouteilles de gaz, comme on a vu. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et le problème, c'est que GRDF ne fait pas des déchets, GRDF fait du gaz. Et donc, ce projet-là d'application rentrait pas vraiment dans les clous, et donc ils voulaient pas le financer. Mais je me suis dit que c'était quand même une bonne idée, malgré tout. Okay. Voilà. Et j'ai cherché à le faire moi-même. Et donc, c'est là que j'ai commencé à creuser un petit peu. Alors, j'ai fait un peu de no-code dans ma boîte en 2014. Mais c'était des landing pages, formulaires en ligne, des trucs comme ça qu'on pouvait faire assez facilement. Mais je pensais pas que ça avait évolué à ce point. Et donc, j'ai commencé à chercher. Je suis tombé sur le Slack de No Code France, où il y avait un channel qui s'appelait « Comment faire en no-code ».
Okay. Voilà. Et donc, j'ai exposé mon projet. J'ai eu quelques petits conseils et tout. Et puis, dans ces conseils, il y avait notamment Bubble qu'on m'avait conseillé. J'ai regardé comment je pouvais me former à Bubble. Évidemment, je tombe sur les vidéos de Thibaut, logique, à cette époque-là. C'était un peu difficile de faire autrement. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai participé à... il faisait des petits lives, en fait, des petits lives pour voir si Bubble pouvait correspondre au projet. J'ai pas eu de réponse à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai contacté Thibaut directement. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Comment ton truc? Il n'y a pas de souci. On peut le faire, nickel. On fait un bootcamp de 3 semaines, impeccable. Très bien. Je m'inscris au bootcamp. On y va. Première semaine, à l'aise, on va dire. C'était relativement facile, en fait. Pas pour moi, en tout cas. La deuxième semaine, par contre, c'était un peu plus difficile, j'ai un peu plus remis, parce que plus j'avais pris du retard, parce que j'avais une conférence à donner une journée. Donc après, j'ai toute la semaine à rattraper mon retard. C'était un petit peu galère. Et puis, troisième semaine, on a bossé sur notre projet. Et donc, c'est là que j'ai rencontré François Pensard, qui est notre troisième associé à la Bastide. C'était mon binôme à ce moment-là. Et puis là, surprise... Mon projet, c'était quand même essentiellement du back-end, puisque moi, l'objectif, c'était de tracer des flux de données qui venaient des camions qui récoltent les déchets ou de l'usine qui les traite. Et donc ça, c'est forcément en back-end. Il n'y a pas de back-end dans le bootcamp. Ok, on m'avait menti. Voilà. Après, en 3 semaines, c'est difficile de tout faire, quoi. Mais c'est difficile de tout faire. Mais bon, il était quand même super. J'ai eu 2 personnes. Antoine Carl, qui est venu faire une première explication du back-end, un peu trop rapide. Okay. Et puis ensuite, Antonin Javel, qui est venu, et là, qui a pris le temps qu'il fallait. Et donc après, avec François, on a réussi à faire la partie back-end, en tout cas. L'essentiel de la partie back-end du projet, au bout de la 3e semaine. Donc j'ai pu le terminer après la semaine suivante. Voilà. Et ça m'a bien plu, beaucoup plu. Okay. Voilà. Et pour me faire la main, en fait, j'ai commencé à aider des projets. Voilà. Et donc, il y a Nippo, il y a eu Become Bob et Billy Cassa. Et puis, à un moment, on va arriver au moment, au moment où je deviens professionnel. Ouais, voilà. Mais on va d'abord découvrir un peu Alexandre, et justement, après, on va voir comment ça se rejoint, parce que j'imagine qu'on n'est plus très loin de... Ah non, on est à quelques mois près. de la Bastide. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au no-code, et c'est quoi un peu ton parcours, Alexandre? Alors, mon parcours, du coup, j'ai 38 ans. Je suis un peu plus jeune. J'ai bientôt un tiers de ton âge dans 2 ans. Ouais. C'est gentil de le dire comme ça. Non, du coup, j'ai un tiers de... Ouais. J'ai pas encore 100 ans. Du coup, j'ai un tiers de choses de moi à raconter. Et moi, j'ai un parcours un peu classique. J'ai fait des études en école de commerce, en finance de marché, jusqu'en master 1. Et étant donné que je viens d'une banlieue assez populaire, je viens de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. J'ai découvert qu'en finance de marché, en fait, on enrichissait en fait toujours plus les personnes qui sont déjà un peu riches. Qui ont les capitaux. Exactement. Et puis je me suis demandé comment je pouvais du coup aider plutôt les autres qui sont aux alentours autour de moi, en fait, de pouvoir aussi se développer, avoir un capital, etc. Et j'ai découvert via une lecture d'un livre de Mohamed Younous, qui a cofondé une des premières banques de microfinance au monde au Bangladesh, qui s'appelle la Grameen Bank, il a été prix Nobel de la paix en 2006. En ce moment, d'ailleurs, il faut suivre un peu l'actualité. Il est en train d'être condamné, entre guillemets, poursuivi par l'État du Bangladesh pour des choses un peu... bref. Et du coup, j'ai regardé ce qui se passe en France. On parlait de finances solidaires, d'économie sociale et solidaire. Et à la fin de mon master 1 en finance de marché, j'ai repris un master 1 à l'Institut catholique de Paris, où j'ai étudié l'économie sociale et solidaire et le monde des ONG. Puis je me suis spécialisé en master 2 en économie sociale et solidaire. Ensuite, j'ai été coordinateur d'un réseau mondial sur la finance solidaire, qui regroupait en fait des banques sociales et des institutions qui financent tout ce qui est microfinance dans les pays en voie de développement.
Et par la suite, après, je suis devenu responsable administratif et financier d'une association qui s'appelle Pro Bono Lab, qui est sur le bénévolat et le mécénat de compétences. Je faisais pas de no-code à l'époque. Pas de code non plus, a priori, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait rien de technique là dans tout ce que tu nous as dit. Non, rien de technique. Si, peut-être un petit peu avec... quand j'étais coordinateur de Dinez, j'avais joué un petit peu avec Drupal, mais c'était déjà sur un site déjà développé. Okay. Et c'était pour faire du contenu, quoi. Et en vrai, effectivement aussi, j'avais étudié pendant mon école de commerce, mes études en école de commerce, j'avais étudié un peu le VBA aussi, parce que c'est beaucoup utilisé dans la finance de marché. Et quand j'étais responsable administratif et financier de Pro Bono Lab, j'ai fait du Excel assez poussé. Enfin, j'avais pas trop le choix non plus, donc il y a un peu de formules, etc. Et notamment Excel, ça aide à structurer et avoir un mindset un peu structuré. Et voilà. Et puis après, par la suite, j'ai travaillé rapidement au Cano, qui est la maison dédiée à l'économie sociale et solidaire à Paris. Et j'ai rencontré, après ma fin d'aventure au Cano, une entrepreneuse qui avait développé des solutions, enfin des bornes de dons dans les commerces de proximité. Ça s'appelait Localero. Et on était tous deux pas tech. Et moi, j'étais plutôt... Je gérais le commercial et elle, tout le reste. Et en fait, il y avait un développeur qui nous donnait un coup de main sur son temps de disponibilité. Et du coup, ça prenait beaucoup de temps pour le développement. En fait, de manière physique, c'était des bornes, enfin donc du coup des tablettes avec un terminal de paiement SumUp disposé dans les commerces de proximité, donc ça pouvait être des boulangers, des coiffeurs, etc. Et les clients, quand ils venaient dans ce commerce, découvraient 3 associations locales autour du commerce et pouvaient donner en sans contact. Ok, intéressant comme concept ça. Ouais. Et ensuite, ça s'est transformé en affiche avec QR code et tag NFC. Ça, c'était avant le Covid, donc c'était pas forcément très démocratisé ce parcours utilisateur. Ouais, le QR code, je pense que beaucoup de gens ont appris à s'en servir et ont su comment s'en servir pendant le Covid, quoi. Ouais, clairement. Et parce que je me souviens quand on disposait les affiches dans les commerces, tout le monde nous demandait, mais en fait, faut télécharger une application pour lire un QR code. Et je crois que très très peu de personnes étaient au courant qu'on pouvait déjà lire des QR codes avec l'appareil photo. Avec l'appareil photo de l'iPhone seulement. De l'iPhone, il y a pardon, eu une époque où sur Android, il y avait pas, c'était pas natif et donc c'était un frein, un gros frein. C'est vrai. Et arrivé au confinement. Tous les commerces sont fermés, les associations qu'on accompagnait, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même, pouvaient plus collecter de dons. Et le développeur bénévole qui était là était du coup débordé. Et c'est là où je suis tombé sur un webinar de contournement, je ne sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler. Et c'était un webinaire en live et il y avait du coup il y avait Erwan qui présentait et toi Alexis qui était en train de répondre aux questions. Et j'avais posé une question avec quoi on pourrait développer, à quel outil no-code on pourrait développer une plateforme de crowdfunding, et tu m'avais répondu avec Bubble et avec un module de paiement, le module de paiement Stripe. Et donc du coup j'ai regardé directement, je suis allé voir Auto. J'ai pas fait de bootcamp Auto, j'ai appris un peu par force des choses qu'il n'y avait pas forcément bootcamp à l'époque. Ouais, parce que j'ai vu une image passer il y a pas longtemps et il y avait ton nom et en dessous il y avait marqué bootcamp 0 et je me suis demandé ce que ça voulait dire. Même bootcamp -1. Il n'y avait pas de bootcamp. Okay. En fait, à l'époque quand je suis arrivé, je crois qu'ils testaient le bootcamp, mais en fait, je me suis abonné à la plateforme. C'est à l'époque où on pouvait s'abonner, on pouvait toujours abonner, la remise. C'est revenu après, ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment une plateforme de contenu, un peu sur le modèle de MakerPad, plein de tutos que Thibaut faisait, etc. Et tu payais un accès mensuel, il me semble. Et puis après, c'est parti sur des choses plus structurées, quoi. Mais à l'époque, c'était pas cher du tout. Ouais, effectivement. Bon, maintenant, ça a grossi, donc c'est plus cher. Plus de contenu aussi et tout. Aussi, bien évidemment. Et donc du coup j'ai regardé les tutos, j'en ai regardé 2, il y en a un qui s'appelait les inspecteurs des petites annonces, qui était un peu une sorte de clone de Le Bon Coin. Ouais, ils ont eu des problèmes d'ailleurs, non, avec ça, parce que je me souviens que le Bon Coin avait interdit le tuto, quoi, enfin parce que ouais.
Je sais plus, mais je sais plus s'il utilisait déjà il utilisait pas le mot Le Bon Coin, non. Je sais plus, mais Il y quand avait je eu suis un arrivé, truc, mais en tout cas, il y avait une c'était histoire. l'inspecteur des petites annonces que j'avais, donc c'était peut-être juste avant qu'ils avaient le problème, Ok, avec je me Le souviens Bon plus, Coin. ouais. Et le clone, le tuto sur Airbnb, parce qu'ils avaient déjà fait un... Et du coup, j'avais découvert du coup Thibaut sur la vidéo et aussi Antonin Javel avec sa belle moustache. Moi, je me souvenais pas qu'Antonin était déjà là à l'époque. Ah si, il est là Ouais. depuis un moment, ouais. ouais. Et ça, c'était début 2020, du coup, pour vous situer. Et du coup, j'avais déjà des maquettes, en fait, que un stagiaire en UV Design avait faites. Et du coup, j'ai pris ces deux gros tutos et je les ai compilés, et j'ai juste pris des parties de fonctionnalités qui m'intéressaient pour mon produit. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai développé en une semaine sans beaucoup dormir et sans comprendre tout ce que je faisais. Mais ça fonctionnait. Ok. Et on avait deadline, c'était le 5 avril, si je ne me trompe pas. Et c'était le Giving Tuesday Now. Il y avait une journée mondiale du don pendant le Covid. Et voilà, ça a été lancé. Ok, super intéressant. Comment, donc, vous vous êtes pas vraiment rencontrés chez Otto, mais vous faites tous les deux partie de la communauté d'Otto. On s'est quand même rencontrés chez Otto, parce qu'en fait, quand il était assistant... assistant mentor. Ouais, t'es assistant Ah, mentor sur à ce ton moment-là. Non, pas Non, sur mon groupe à moi. Non, pas sur Non, pas sur mon groupe à moi. Mais en fait, et le soir, on avait organisé quelques petites discussions sur comment devenir freelance, etc. Et Alex participait avec sa bouteille de rhum derrière. D'accord, ok. Ouais. Ça balance. Ça va. Et voilà, il était déjà très très sympa à l'époque. Ok, et, oui, donc vous vous êtes voilà, suivis. Donc, d'accord, j'étais pas sûr si c'était. Ouais, on a proche fait ou connaissance pas, comme ça, mais Ok. sans plus. Enfin, il y a pas de on parlait pas de relations professionnelles ou quoi que ce soit. C'était de partager son expérience. Et alors, tous les deux, du coup, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire commune, peut-être justement pour conclure, puisque vous êtes arrivé à Bubble, comme beaucoup de gens, avec un projet que vous avez porté, qui a peut-être pas marché, a priori, ou marché est peut-être abandonné, ou vendu. Bon, après, ça n'a pas évolué chez GDF, donc toi, tu t'es passé à autre chose. Je suis passé à autre chose, ouais. Et toi? Moi, j'arrivais pas à en vivre, donc je suis devenu freelance, mais par contre, ça a été revendu à une entreprise qui a même été revendue après. Ok, d'accord. Voilà. Donc il y a quand même eu. Ok, oui, donc c'est ça. Donc, mais vous avez ensuite, donc tous les deux étaient soit en parallèle, soit après, étaient freelance, Bubble. Exact. Et aussi, du coup, un peu mentor sur des bootcamps, etc. Non, j'ai l'impression. Enfin, toi, je suis sûr. Moi, pas sur des bootcamps, mais effectivement, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à former des gens, en fait. Mais, accompagner des gens en direct et tout, quoi. Ouais, j'ai fait du mentoring assez tôt, en fait. Ouais, assez tôt, j'ai fait du mentoring. Peut-être au bout de 2 semaines de bootcamp, déjà. C'est du coaching plutôt, du pair programming, en fait. C'est-à-dire que, voilà, avec une personne qui galérait sur un truc, on faisait ça en live, en visio, et comment j'ai débloqué. Ça, je l'ai fait assez tôt, effectivement. Ça, c'est un super moyen d'apprendre, d'ailleurs. C'est un très bon moyen d'apprendre parce que tu es obligé de réfléchir sur des problématiques qui sont pas les tiennes. Voilà. Et même sur le Discord d'Otto, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à des questions sur le Discord d'Otto. J'ai énormément appris avec ça. Et je conseille vraiment à tout le monde, si vous voulez apprendre vraiment à faire plein de choses différentes sur Bubble, essayez de répondre aux questions, même si vous publiez pas la réponse. Au début, je ne faisais pas forcément, je cherchais dans mon coin. C'est un bon conseil, ouais. Et voilà, et ça permet de se creuser la tête, en fait. Et c'est un peu ce qu'on vit aussi quand on a une agence, c'est qu'on travaille sur des projets très très différents et on apprend beaucoup avec ça. Ouais, c'est clair. Et ça vaut pas que pour Bubble. Hein. Quand tu vois Lilian, par exemple, sur Make, sur Airtable, il a essayé de répondre à toutes les questions. Des fois, il répondait pas forcément dans Slack, mais en tout cas, il essaie de le faire. Ouais. Et pour apprendre, effectivement, souvent, quand on apprend un outil, on n'a pas trop de use case. Enfin, on n'a pas trop, de cas d'usage. Merci. De cas d'usage. Et essayer de répondre à des problématiques que d'autres se posent, ça permet aussi du coup de faire, et c'est en no-codant qu'on devient no-codeuse ou no-codeur. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui vous amène à la Bastide ? Qu'est-ce qui, déjà, vous fait que vous voulez travailler ensemble ? Déjà, et qu'est-ce qui fait que vous voulez faire une agence ? Pourquoi vous n'étiez pas content en freelance ? Déjà, on a commencé à travailler ensemble. C'est que en freelance, Alex, chacun. Ouais, c'est en fait Alex travaillait sur des projets. Et puis à un moment, il m'a demandé à moi, il y avait Antonin, il y avait Fréduel.
voilà, de l'aider en fait sur un projet. Et et puis après c'était fin 2021. Ouais, c'était fin 2021 Oui. qu'on a travaillé ensemble sur ces projets-là. Ouais, c'est ça, c'était fin 2021. Après, Ok. t'es parti faire ton petit tour d'Europe entre-temps et t'es revenu avec l'idée de la Bastide. Voilà. Et entre-temps, moi, j'avais réfléchi parce que je trouvais ça sympa de travailler à plusieurs sur des projets. Et donc, j'avais réfléchi de mon côté à créer une agence. Et on s'est retrouvés, c'était tout début janvier, je crois, De quelle année? à discuter 2022. Ouais, 2022. À Donc, il fait 2 ans maintenant, au moment où on voilà, enregistre, mars 2022. à discuter ensemble de chacun en fait. Enfin, il m'exposait son projet, j'avais le même et puis à un moment, on s'est dit ok, c'est très bien, on peut faire tout chacun notre agence, mais en fait, on avait conscience que une des clés en fait quand on monte une agence, c'est les gens avec qui on travaille. On avait les mêmes copains, on connaissait les mêmes bons développeurs Bubble. Et clairement, si c'est complètement idiot qu'on se fasse concurrence sur les ressources, qui va être de toute façon un problème clé, on en reparlera, mais c'est vraiment un problème clé. Et du coup, comme on s'entendait bien, on était complémentaires aussi, c'était C'est important. intéressant que vous avez identifié ça quand même assez tôt, cette question des ressources. C'est clé. Et mieux vaut tôt que tard, parce que je veux Ouais. dire, comme on va en parler, effectivement, c'est quelque chose qui est très stratégique. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà une très bonne raison, en quelque sorte, déjà de... C'est une très bonne raison de se rapprocher et puis de voir si effectivement on peut pas plutôt faire un truc ensemble que de le faire l'un contre l'autre, même si c'était pas forcément l'un contre l'autre, mais à un moment, je me disais qu'à un moment, on allait quand même vouloir se battre pour la même personne. Et comme les gens peuvent pas se couper en 15. Parce que tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que évidemment, tout le monde va penser que c'est logique de se dire 2 agences, elles vont se battre pour les clients, mais pas forcément pour les ressources. C'est ça ou ça, on n'y pense pas. On se bat pour le truc le plus rare, en fait. Ouais. Et honnêtement, aujourd'hui, sur Bubble, j'ai le sentiment que ce qui est le plus rare, c'est les ressources. C'est les bons bubblers, c'est pas les clients. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais on va creuser un peu ça. Mais j'avais une petite question avant. C'est un peu sur... vous l'avez peut-être pas dit encore, et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi, ma compréhension un peu du projet de la Bastide, au début, c'est quand même un peu un ancrage aussi ESS, l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie des valeurs qu'on a en commun. Et est-ce que, alors peut-être avant déjà de dire pourquoi vous avez fait ça, est-ce que, peut-être Alex, tu peux expliquer ce que c'est ESS? Tu as dit l'acronyme, enfin tu as dit économie sociale et solidaire, mais je pense que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire en réalité. Est-ce que tu pourrais expliquer Ça veut dire beaucoup de choses, mais pour vulgariser, en fait, ça se définit d'un côté par l'économie sociale et de l'autre par l'économie solidaire. L'économie sociale se définit par les statuts, associations, coopératives, mutuelles, quelques fondations. Et aussi maintenant, il y a un agrément d'État qui s'appelle ESUS. Et l'économie solidaire, c'est plus du coup l'activité, la finalité, ou le secteur d'activité, qui va être par exemple le commerce équitable, l'agroécologie, l'insertion par activité économique, voilà, tout un tas de choses. Et l'économie sociale et solidaire, c'est un peu l'ensemble des deux. Non, c'est hyper clair. Je crois non, mais bon, ça se voit que ça fait là-dedans. Ça fait un moment que tu es dans ce milieu-là, mais on m'avait jamais expliqué ça comme sur. Je pose souvent la question, quand j'en ai l'occasion, et parce que je trouve ça intéressant. Moi, j'ai aussi travaillé là-dedans avec Simplon, et j'avais aucune idée en fait avant de ce que c'était ce monde-là. Et je trouve que là, cette dualité que tu expliques, enfin, ces 2 aspects, en tout cas, bonne manière d'aborder la chose. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ok, écoute, c'est pas grave. Et alors, pourquoi, dans votre projet d'agence, vous avez voulu mettre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous choisissez vos clients? Est-ce que vous dites non à des clients? Oui, en gros, c'est ça. C'est que on avait envie de faire... En fait, c'est vrai que le no-code, on peut en faire tout et n'importe quoi. On peut faire une application de pari en ligne, une application de crypto-monnaie, et on peut faire aussi une application qui va aider telle ou telle communauté à se développer, ou telle activité utile, qu'on peut dire de bien commun, à se développer. Qui va aider les Français nationalistes à se rencontrer entre eux, par exemple. Un petit troll. Ouais. Je le dirai en off, mais j'ai une petite anecdote à suivre. Et voilà, et donc on avait envie plutôt de participer à ce genre de projet, tous les deux, plutôt que
Pas celui que je viens de mentionner, Alex, évidemment. non. Mais Alex, c'est évident parce que il est né là-dedans presque. Il a fait ça. Enfin, c'est son ADN et clairement, c'est la personne qui connaît le mieux ce domaine que je connaisse. Et moi, parce que c'était mes aspirations depuis plusieurs années. C'est ce que je voulais faire aussi. Puis je suis un horrible gauchiste, donc forcément, ça m'intéresse plus de faire ça que de bosser dans sur des applications futiles. Voilà. Donc on avait cette volonté en commun. Donner un peu du sens à votre activité, quoi, et mettre à profit vos compétences techniques. Faire des choses qui sont utiles, principalement. Pour ma part, déjà, pour moi, c'est une logique. Ça fait 14 ans que je suis dans l'ESS, donc... mais c'est la raison profonde, c'est que de la même manière que j'ai fait la bascule entre finance de marché, économie sociale et solidaire, c'est vraiment changer la norme. Enfin, en tout cas, aider à changer la norme. Il y a quelques années, quand je travaillais déjà dans l'ESS était très mal en fait digitalisé parce que ça coûtait cher. Toujours le cas d'ailleurs, non ? Toujours le cas. Ouais. Ils sont pas, même s'il y en a qui lèvent beaucoup de fonds, etc. Et qui sont gros, il y a un peu des licornes de l'ESS. Too Good To Go, par exemple. Des coopératives, notamment, qui sont regroupées. Il y a Licorne. Licorne, exactement. Avec Label Emmaüs, etc. Des très beaux projets, mais c'est vrai que ça, c'est ceux qui sont visibles et qui sont, j'ai l'impression, souvent, qui se sont lancés récemment. Enfin, en tout cas, Label Emmaüs, quelques années, c'est un projet qui est à la base vraiment... Qui est porté par Emmaüs, qui existe depuis longtemps. Mais... Oui, voilà, mais tu vois, je veux dire, c'est un projet... En plus, c'est un projet numérique, donc j'ai l'impression que forcément, ils sont pas... Mais par contre, dans l'ESS, il y a beaucoup d'associations, notamment, certaines associations historiques, des fois grosses, des fois qui ont des moyens, mais qui, souvent, enfin, moi, de ce que j'avais vu à l'époque de Simplon, quand même, une vraie fracture numérique, quoi. Ouais, une vraie fracture numérique. Après, les associations, on accompagne moins, c'est moins notre spécialité, on va dire, entre guillemets. On est plutôt sur l'entrepreneuriat, en fait. On est sur des entreprises, donc du coup, peu importe leur statut, enfin, plutôt des sociétés, du coup. Parce que, oui, une association est une entreprise, mais pas une société, de par statut. Et qui vont entre 0 et 30 salariés, on a fait, je crois. Même plus. Oui, même plus, je pense. Même plus, ouais. Les Crodons, ils sont peut-être plus que ça, non ? Ouais. Et voilà. Et on pense réellement que le no-code aujourd'hui peut aider à changer la norme pour essayer, enfin, comment dire, ça peut... c'est un apport, en fait, de compétences que seuls, au niveau tech, en tout cas, ceux qui avaient les moyens de pouvoir se payer du développement... aujourd'hui, du coup, avec le no-code, c'est forcément un peu plus rapide, donc c'est un peu moins cher, en tout cas proportionnellement au temps de développement, et voilà, on peut faire des choses hyper bien, hyper poussées, et si l'ESS peut remplacer l'économie capitalistique traditionnelle. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que de ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas fixé, vous n'accompagnez pas par exemple que des entreprises des sociétés qui ont l'agrément ESUS par exemple. Non. Mais du coup, ce que je comprends un peu, c'est que c'est peut-être sur la notion d'impact, enfin qu'on utilise beaucoup ce mot, enfin d'impact social, quoi. Donc des entreprises qui ont une mission, un sens et donc un impact sur la société, quoi. C'est ça plutôt votre critère de choix, on va dire. On a même une définition encore plus souple que ça. Ouais. C'est en fait si un projet pour nous mérite de sortir de terre, mérite de voir le jour, voilà, ça nous intéresse. Donc c'est vraiment un jugement très personnel en fait. Votre propre boussole, on va dire. On ne cherche pas soit des statuts particuliers ou un domaine d'activité particulier. Et même quand on parle d'impact, on parle à la fois d'impact environnemental, social ou culturel. Donc c'est relativement large et vraiment le critère de choix, c'est ça. C'est est-ce qu'on pense que ce projet-là doit vivre. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, si on pense que oui, on y va. Non, mais moi je trouve ça bien parce que déjà je trouve ça un peu dommage des fois des choses qui sont un peu trop dogmatiques et se dire c'est que dans ce milieu-là, dans tel truc, enfin donc ok, non mais c'est plus clair. Enfin on en avait déjà un peu parlé il y a quelques temps et enfin je vois que c'est plus souple que peut-être j'aurais pu croire sur ce côté ESS en fait. Et alors qu'est-ce que vous leur proposez à ces sociétés ? C'est quoi les activités, enfin ce que vous pouvez faire pour elles, quoi ? Votre offre. En fait, donc notre créneau, ça reste quand même quelque part le no-code, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un projet digital. Ouais. Ça, c'est déjà quand même création le fondement. De sites web, d'appli, site web, application, mais on va même au-delà. Web, mobile aussi. Ouais, mobile ou desktop, ou web app ou application mobile.
Et on va même souvent au-delà, c'est-à-dire qu'on accompagne sur des choses un peu plus larges, sur définition du business model, sur la stratégie de lancement, sur des choses comme ça, quoi. Parce qu'en fait, on a, notamment François et moi, on a une expérience assez longue d'entrepreneuriat et avec une partie commerciale, donc forcément, on a des choses à transmettre de ce point de vue-là. Et puis Alex connaît la partie ESS à fond. Voilà. Donc on peut être de bons conseils pour des porteurs de projets. Porteurs de projets numériques, quoi, et pas juste dans la réalisation du projet. En fait, ça fait quoi un peu ce que tu dis quand tout à l'heure t'employais le mot entrepreneuriat? Tu t'es repris, mais en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire des sociétés, admettons, mais qui entreprennent dans le sens où elles vont avoir un projet à porter avec, bon, j'imagine forcément un volet numérique pour que ça ait du sens par rapport à vous. Bien sûr, oui, c'est sûr, c'est vrai. Bon, en fait, on parle même plus d'accompagnement, en fait, on les accompagne. Parce que c'est vrai que François et Thierry, ils ont 30-40 ans d'entrepreneuriat derrière eux. Et du coup, ils ont beaucoup de choses aussi à partager. Tous les entreprises qu'on accompagne sont aussi passées ou passent actuellement par ce que François et Thierry ont vécu. Okay. Parce que moi, j'ai vécu aussi à très moindre échelle. Ouais, non, mais toute expérience est bonne à prendre. Ouais, exactement. Dans l'entrepreneuriat, on va dire, tous les conseils qu'on peut avoir sont utiles. Super intéressant. Est-ce que vous avez quelques exemples, justement, peut-être de projets que vous voudriez mentionner pour illustrer un petit peu ça? Un chacun, ouais. Le projet préféré sur lequel vous travaillez, je vois que vous en avez tellement que... non, mais c'est difficile de choisir, en fait. Quand on choisit entre ses enfants. C'est un peu ça, parce que, non, mais quelque part, un peu emblématique. L'autre critère, en fait, aussi, qui nous guide, c'est les gens, en fait. C'est les porteurs de projets eux-mêmes. Et c'est vrai que on n'est pas une agence, en fait, qui réalise le MVP ou la V1 d'un projet, et puis ensuite laisse le client partir. C'est, en fait, on essaie d'accompagner nos clients sur le long terme. C'est peut-être pour ça que je vais citer Vanessa quand même. Ouais, parce qu'il y a des clients que ça fait 1 an et demi avec qui on évolue, quoi. Parce qu'il y a un projet notamment qui s'appelle MyLeasy, donc un projet de mise en relation entre des professionnels de l'enfance et périnatalité, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et puis des gens, des parents ou futurs parents, en fait, qui auraient besoin de prestations dans ce domaine. Et donc j'ai commencé à travailler avec Vanessa avant même la Bastide. Ça a été parce qu'en fait Vanessa a fait le même bootcamp que moi et que François. Et donc elle a monté son projet qu'elle avait très très bien entamé tout seul. Puis à un moment elle arrivait à un seuil où elle avait quelques difficultés techniques pour aboutir à ce qu'elle voulait. Donc je l'ai aidée là-dessus. Et puis après elle a été confrontée, et ça c'est pas spécifique à elle, il y a plein de porteurs de projets qui sont confrontés aux mêmes choses, c'est qu'une fois que le produit est prêt, en fait, on lance. Et puis après, on s'occupe plus trop du produit, il faut s'occuper des clients, ou des futurs clients, il faut prospecter, il faut développer l'activité, et quand on est tout seul, on peut pas faire les deux. Et donc on a aidé, en fait, à continuer à poursuivre l'évolution du projet. Et puis après, il y a eu la Bastide, donc elle nous a rejoint à la Bastide aussi, et donc ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans maintenant qu'on doit travailler avec elle. Ça fait 2 ans qu'on existe, mais ça fait un an et demi. Ça fait 2 ans et demi, alors oui. Ouais, ça fait 1 an et demi après. Ça fait 2. C'est écrit en janvier. Ça aviez commencé moi, j'avais commencé avant de la Bastide. J'avais fait du coaching avec elle avant la Bastide. Ok. Donc, c'est une relation dans la durée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, t'as dit un truc que je trouve très intéressant, qui est pas propre, mais qui est quand tu lances un projet. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de gens qui rejoignent le no-code pour cet aspect lancement de projet, beaucoup de bubblers, etc. Et c'est vrai que si tu passes tout ton temps à travailler sur ton produit, une fois qu'il est lancé, c'est qu'il y a un problème, quoi, quelque part. C'est-à-dire que ça veut dire que t'as pas de client, t'as pas d'utilisateur, t'as pas de... Normalement, tu dois avoir beaucoup d'autres choses quand t'es seul, en tout cas. Dans une cadre d'une association, ça peut être différent. Parce que s'il y a 2-3 personnes, on peut se diviser les tâches, il peut y avoir un qui est sur la technique ou une. Mais quand on est seul... Voilà, et ça, c'est souvent un écueil, je trouve, qui est très très fréquent. Les gens sont focalisés sur la technique, alors qu'en fait, c'est qu'un bout. Il va falloir faire le marketing, le commercial, l'administratif. Au début, quand on lance un projet, on va tout faire, quoi. Comme dans une agence. Ouais, en plus, c'est clair.
C'est vrai qu'une agence, tu la fais pas tout seul. En fait. Non. Voilà, Il y en a qui. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que de la même manière, je trouve que les gens idéalisent beaucoup trop le freelancing, parce qu'ils oublient, parce que des gens sont passionnés, par exemple, je sais pas, de n'importe quel outil de Bubble, veulent devenir freelance Bubble, mais ils se rendent pas compte qu'en étant freelance, ils vont faire que c'est 50% du temps, quoi. Ah oui. Ou en tout cas, c'est 50% des compétences nécessaires. Le reste, c'est du commercial, trouver des clients, les facturer, l'admin, etc. Et donc ça, c'est dur aussi. De la communication avec les réseaux sociaux. Exactement, documenter ce qu'on fait, en parler, il y a un million de choses à faire. Donc, Complètement. Ça c'est beaucoup de charge de travail quand on est freelance. Et c'est pour ça que j'ai failli me cramer. Et que c'est une des raisons pour laquelle on a aussi créé la Bastide. Pour pas être seul. De pas être seul, que chacun puisse se focus sur les choses qu'il aime bien. Et d'avoir plusieurs compétences dans un même lieu, entre guillemets, qui est ce village de la Bastide. Avant qu'on vienne à ça, justement. Oui, d'ailleurs, je suis curieux aussi d'avoir l'anecdote de pourquoi la Bastide. Mais et puis si vous avez un autre exemple aussi que vous voulez donner, peut-être pour illustrer encore notre client. Alors, en fait, moi, c'est compliqué parce que je suis plus trop les projets, dans le sens où en fait je suis plutôt commercial aujourd'hui. Et j'ai arrêté de faire du bubble, sinon y a personne qui va faire vivre les gens. Comme on disait, il faut se répartir les choses. Ok, à ce moment-là, mais par contre, j'ai une petite histoire, c'est que on a fait là on a fait un petit site web qui est sympa, et du coup j'ai travaillé avec ma compagne Tiffany, qui est aussi travaille aussi au sein de la Bastide, et qui est développeuse Webflow. Et ce qui est assez sympa, c'est que le directeur de la stratégie et de la communication de cette entreprise, qui s'appelle Arep, est un très bon ami depuis longue date. Et donc du coup, en fait, il a parlé de nous un peu à ses salariés, et ils nous ont contactés, et on a fait du coup le site de Arep Architect sur Webflow aussi. C'était assez rapide. En tout cas, ils ont trouvé ça rapide, ça l'a été, et très bien fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce côté-là où en fait on va, être amené à travailler aussi avec des amis, ou se faire des amis, comme avec ça, de Maëlysy. Ok. C'est intéressant, et je pense que ça paraît cohérent avec ce que vous dites sur la manière dont vous choisissez les gens pour qui vous travaillez. C'est-à-dire que si vous choisissiez moins, il y aurait moins de chances aussi quelque part que vous deveniez un peu proche des gens. C'est-à-dire, si tu travailles avec n'importe qui avec qui tu n'as aucune affinité, je veux dire, tu vas faire ton contrat et puis ça dégage et puis c'est fini, quoi. Donc c'est bien. Mais est-ce que c'est un objectif ? Est-ce que c'est pas dangereux de devenir ami avec ses clients ? Honnêtement, vous n'avez pas eu de... Je vois pas après, si on est honnête avec soi-même, avec ses clients, pas de raison que ça... après... Ça peut se passer mal avec les clients, c'est toujours possible, mais trop cynique, c'est ça peut-être. Ouais, bien sûr. Mais après, des fois, on a tendance à faire des choses un peu, à pas compter notre temps, tout notre temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu notre travers. Enfin, c'est un peu le travers, c'est que il y a souvent une part de pro bono dans ce qu'on fait. Voilà, c'est bien aussi. C'est aussi un choix personnel de chacun de nous de faire ça, mais Et voilà, ça fait partie aussi un peu de notre façon d'être, quoi. Et, quand on a un client on a eu plusieurs cas, des clients qui à un moment se retrouvent en difficulté parce que ils ont plus de budget, parce que soit ils sont passés par une autre agence et ça s'est mal passé, et donc ils reviennent vers nous, mais ils ont déjà cramé la moitié de leur budget et il faut tout refaire. Voilà, c'est rare qu'on laisse tomber des clients. C'est vraiment rare. Et puis pareil, le fait de pas facturer des choses, même quand on est freelance, quand on débute sur le no-code, en fait, il y a beaucoup de recherche et développement aussi derrière. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ces personnes nous font confiance, et du coup on peut aussi faire de la recherche et développement et pousser un peu les outils aussi dans les retranchements et nous développer nos compétences. C'est pour ça que moi je trouve qu'en fait on évolue avec les clients. C'est vraiment ensemble, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est un bon point. Moi, je trouve que c'est OK de se dire tiens, telle fonctionnalité, on l'a fait un peu en pro bono parce qu'elle nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité dans un outil, ou parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on trouve ça sympa, on trouve ça marrant, qu'on a envie de le faire. C'est aussi ça, la passion. C'est un peu ça aussi, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut conserver, quoi. On n'a pas toujours l'impression de travailler. C'est qu'en fait, on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne. C'est pas une corvée pour vous de faire du bubble, donc faire plus ou moins, autant faire plus.
Après, il faut faire attention à sa santé mentale et pas se pousser, quoi. C'est pour ça qu'on essaie de travailler dans une bonne ambiance. Ouais. Ça, c'est important. Qu'on rigole. Non, on rigole beaucoup. Ouais. On se voit pas beaucoup dans la vraie vie, mais... Non, c'est vrai, en physique. À distance, ouais. On travaille essentiellement à distance, tous. Hein. Comme aussi bien nous trois que les gens qui travaillent avec nous. J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu, déjà entre vous trois, tu as commencé un petit peu à en parler, mais donc la répartition des rôles, un petit peu chacun entre les trois cofondateurs, ce que vous faites. Et puis après, qui travaille avec vous? Est-ce que vous travaillez avec des freelances? Est-ce que vous avez des stagiaires? Est-ce que vous avez des collaborateurs, des collaboratrices? Voilà, plein de questions en une, comme toujours. Mais non, moi, je vais parler d'Alex et de François. Et puis... Voilà, c'est ça, très bien. Je laisserai Alex parler de moi. Alex, clairement, c'est la personne qui connaît tout le monde, notamment dans les secteurs qui nous intéressent. C'est quelqu'un extrêmement sympathique, avenant. Je pense que tous les gens qui l'ont rencontré savent de quoi je parle. Donc, tout naturellement, en fait, c'est lui notre meilleur commercial. C'est clairement lui qui devait tenir ce rôle. Avec l'avantage qu'il connaît aussi la technique, ce qui est rare souvent pour les commerciaux. Il connaît effectivement Bubble, ce qui lui permet aussi de faire les devis. Et des devis qui ne vont pas vous mettre dans la merde derrière pour la production. Ça dépend. Mais on reste sur une méthode agile, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est comment... Alors au début, il s'est fait un petit peu tirer l'oreille parce que il aime bien développer aussi, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand l'activité se développe, il y a un moment, faut choisir et puis. C'est une réalité. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le rôle d'Alex et son point fort. Il est là en fait, c'est sur le relationnel avec les clients, son sens aussi du partenariat, c'est important. C'est en fait et puis. Aussi un autre truc, parce que ça, pour moi, c'est un peu une faiblesse chez moi, en tout cas. C'est la connaissance qu'il a de tous les outils no-code qui existent. Et voilà. Vision d'ensemble. Ouais. C'est que souvent, en fait, quand je me demande quel outil pourrait servir à un truc, généralement, il a une réponse. Et qui n'est pas toujours Bubble. Non. Parce que sur Bubble, ça va, j'arrive à me débrouiller. Ce que tu veux dire par là, c'est que ce que tu entends par là, peut-être, tu veux dire que du coup, vous n'utilisez pas tout le temps Bubble, que justement, ça vous évite un peu l'écueil de utiliser Bubble systématiquement, alors que des fois, peut-être, c'est surtaillé par rapport au projet ou... Ouais, alors ça reste quand même, Bubble et Webflow restent quand même notre stack de base. Okay. Mais après, des fois, dans les projets, notamment comme on accompagne des projets, des fois, tu peux avoir besoin d'un outil de CRM, tu peux avoir besoin de... D'accord, c'est l'écosystème autour. Voilà, c'est ça, okay. d'outils extérieurs, en fait, mais qui vont s'intégrer dans le projet, en fait. Pas forcément dans l'application Bubble, mais qui vont s'intégrer dans le projet. Et là-dessus, il est fort. Voilà. Okay. Et François, c'est de très loin la personne la plus organisée, carrée, rigoureuse que je connaisse. François Poinzard, troisième associé. Qui est notre troisième associé, effectivement. Donc, c'était mon binôme lors du bootcamp auto. Et donc, il nous a rejoint. Alors, lui, il a commencé sa carrière freelance dans son métier de base, en fait, qui était l'aéronautique. Et donc, il avait un client dans ce domaine-là, puis commence à durer 1 an à peu près son projet. Et puis quand le projet s'est arrêté, en fait, il a manifesté son souhait de travailler avec nous. Voilà. Puis comme on s'est très bien entendu, ça va. Et voilà. Et quand on est 3 complémentaires, c'est vraiment le cas. En fait, il a vraiment des qualités que ni Alex ni moi n'avons. Oui. Il n'y a pas une virgule qui dépasse. Non, c'est... Ça, ce qui serait super utile si vous faisiez du code. Avec le no-code, c'est un petit peu moins... Ah non, c'est très utile. C'est très utile. Je plaisante sur les virgules. Parce qu'en fait, une des clés aussi dans une agence, c'est l'organisation, la méthodologie, en fait. Bien sûr. Et là-dessus, c'est un cadre. La conceptualisation, voilà. la convention de naming. On va... Tout ce qui est méthodo et tout, un peu justement, ça va être intéressant d'en parler, mais on va y venir assez vite. Mais d'abord, qu'on comprenne un petit peu justement le contexte humain. Mais donc, toi, Thierry et François, beaucoup sur la partie technique. Enfin, réalisation. Alors, on est les 2 développeurs principaux de l'agence. Voilà. Mais avec quand même plutôt François, du coup, qui fait ce qui est cadrage, etc. au début ou non, alors on se répartit pas tout à fait les tâches comme ça, en fait. Par projet. C'est qu'en fait,
Toujours pour ces histoires de ressources et donc comme ça, en fait, on essaye de faire en sorte que les gens qui travaillent avec nous ne soient pas tout seuls sur les projets. Donc, il y a toujours soit François, soit moi qui participons au projet que l'agence prend. De manière plus ou moins directe. Alors, des fois, on est développeur principal et chef de projet. Et chef de projet. Et puis, quelquefois, on fait juste la gestion de projet ou juste de l'assistance, etc. Voilà. Mais après, là, c'est plus sur la façon dont, quand on parlait de l'organisation et tout ça, c'est plus sur la façon dont on développe notre méthodologie, les outils qu'on va utiliser, la façon dont on cadre les projets, etc. Ça veut pas dire que c'est lui qui fait tous les cadrages de projets. Non, mais en tout cas, la façon dont on cadre les projets vient beaucoup de lui. Voilà. Ça, c'est sûr. Et alors, c'est qui les autres personnes qui interviennent sur les projets? Des devs, principalement, est-ce que vous avez des chefs de projet? Juste pour compléter ce que disaient Thierry et François. Et François, non, sur François. Thierry, il est très fort sur la tech, c'est notre référence. Même chez les bubblers, dans l'environnement auto, ça se sait aussi, on en a beaucoup parlé. Même en dehors. Hein. Moi, j'ai juste c'est pas une anecdote, mais c'est juste un truc que j'ai réalisé là, depuis que tu parles tout à l'heure. Moi, j'étais persuadé que tu faisais du bubble avant auto, en fait. Parce que je sais que tu es très calé techniquement. Et donc, en fait, tout à l'heure, quand tu as dit que tu étais dans le premier bootcamp, ça m'a surpris parce que du coup, tu vois, comme tu dis, en fait, tu as beaucoup de gens, tu as mentoré en fait des gens qui étaient avec toi. C'est intéressant, ce que je veux souligner par là, c'est que tout, je pense, ce travail de mentoring que tu as fait, de réponse, en fait, tu as fait évoluer beaucoup plus vite que plein d'autres. C'est pas pour comparer, mais effectivement, cette aura que tu décris, Alexandre, moi aussi, je la connais. Et du coup, ça m'a un peu surpris parce que finalement, tu es dans cette génération de bubblers du début d'auto, mais il y avait des gens aussi qui étaient avant. J'ai pas fait le premier bootcamp, moi j'ai fait le bootcamp 4. Ah oui, en plus, tu vois, donc mais, encore plus. Mais effectivement, déjà j'ai bien accroché sur l'outil, hein, clairement. Comment ça a compté beaucoup. Je dors peu, ça compte aussi beaucoup. C'est vrai. C'est que dans 24 heures, j'ai un peu plus d'expérience, j'accumule un peu plus d'expérience que la moyenne des gens. Et puis effectivement, cette méthode-là, en fait, que j'ai déjà appliquée dans plein d'autres domaines. Hein, en général, moi, si tu me donnes un sujet, je vais le creuser jusqu'à arriver au fond et et ça, n'importe quoi. Hein. Et donc, cette curiosité-là et cette volonté de progresser et tout, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussé aussi là-dessus. Et puis après, même si je n'ai pas fait d'études d'informatique et que je suis pas un développeur au sens strict du terme, ça fait quand même très longtemps que je dirige des devs, que j'ai fait une partie développement moi-même. J'ai fait beaucoup de bases de données. C'est le truc que je faisais le plus dans ma boîte en direct. Donc j'ai un background technique en fait assez solide et puis l'outil, voilà. Après, c'est la pratique et encore une fois, vraiment ce truc de mentoring et tout, je pense, c'est hyper important. Mais du coup, désolé, je t'ai interrompu. Et du coup, François, c'est vraiment, lui, sa grande force, effectivement, c'est la gestion de projet. C'est, même s'il veut pas faire que ça. non, et c'est complètement compréhensible. Et voilà. Et après, c'est deux personnes adorables. Je pense que peut-être l'un des meilleurs choix de ma vie que j'ai pu faire, c'est de m'associer avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi sur la technicité, sur l'entrepreneuriat de manière globale aussi, sur la gestion de projet, sur des choses où je suis pas bon. Mais c'est intéressant la gestion de projet, l'entrepreneuriat c'est différent. Sur la gestion admin fine, ça va, je me débrouille. Et non, mais c'est marrant parce que vraiment, c'est là à quel point on voit le background des gens, le parcours, etc. est important puisque vous avez commencé à peu près, on va dire quelques mois après ou quoi, Bubble en même temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivés forcément au même niveau, mais je pense que vous avez tous les trois quand même un assez bon niveau. Mais par contre, vous allez apporter des choses complètement différentes dans le cadre de cette association aussi, de par le reste. Enfin, c'est ce mix de tout ça qui a l'air assez complet, en tout cas, de ce que vous me dites. Ouais, ça fonctionne bien, c'est vrai que... Et en plus, ce qui montre aussi que ça fonctionne bien, c'est que quand on a des décisions importantes à prendre, ça prend jamais longtemps, en fait. On se met d'accord très vite sur les choses. Et ça, c'est un bon signe que l'association fonctionne bien. Effectivement. Et heureusement, je suis associé avec eux parce que sinon, j'aurais été... En fait, il y a Erwan hier, on était en réunion avec No Code for Good, et il disait Erwan que j'étais un peu le Chief Innovation Officer. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'idées, j'ai envie de faire des choses, tester des choses,
Et en fait, avec Thierry François, voilà, il me calme complètement. Et voilà. Et si on écoutait Alex, on serait, on proposerait à nos clients tous les outils no-code qui existent sur la place sur la place, parce qu'effectivement, tous les outils ont des atouts, ont des intérêts, ont leur niche en fait. Voilà. Mais on veut être excellent dans ce qu'on propose. Ouais. Voilà. Donc on y va doucement en fait sur l'évolution de notre stack mais on veut proposer des choses de qualité. C'est ça, mais c'est ça notre moteur. Complètement. Et sinon, donc pour parler des autres personnes. Ouais, voilà, c'est ce sujet des ressources, parce que vous l'avez évoqué très très tôt. C'est difficile de trouver des bons bubblers, c'est difficile de trouver des ressources. Comment vous faites ? Et qui sont vos premières ressources ? Alors, initialement, on se disait en fait que on allait être un hybride entre un collectif et une agence. C'est-à-dire une structure d'agence, mais dans un esprit de collectif et en travaillant avec des freelances, parce qu'il y a un truc quand même qui est assez caractéristique dans le monde de Bubble au moins. Je sais pas si c'est vrai pour toutes les stacks no-code, mais la plupart des bubblers veulent être freelance. Ce que je pas trouve, forcément un job. Je trouve extrêmement énervant d'ailleurs, mais je trouve ça extrêmement frustrant. Je me place à la place des gens, enfin je l'ai déjà dit dans ce podcast plein de fois, tous les gens qui gèrent des agences, du coup c'est votre cas, et j'ai eu cette discussion plusieurs fois, qui proposent des fois vraiment des bonnes situations à des gens et qui ne veulent pas et qui veulent... Alors, je comprends la liberté et tout, je trouve que des fois c'est un peu par l'appât du gain, et moi je trouve ça vraiment dommage d'être freelance toute sa vie, c'est un peu triste quoi. Enfin, c'est bien aussi de rejoindre un projet un peu commun et d'être... Mais bon, c'est personnel. Hein, justement, on voulait marier un peu ces deux aspirations-là, c'est-à-dire la liberté d'un côté et avoir un projet avec une certaine ambition et des valeurs de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Alors au départ, on a travaillé qu'avec des freelances, les gens qu'on connaissait, et puis petit à petit, en fait, est venue l'idée que les freelances, c'est quand même un inconvénient quand on est une agence, c'est qu'ils sont disponibles quand ils sont disponibles. C'est que si on peut pas occuper un freelance à 100% de son temps, il est complètement normal, en fait, qu'ils prennent des missions ailleurs. Ouais. Un freelance n'est pas censé travailler pour un seul client. En plus, exactement. Et donc, à partir de là, on a commencé à se dire, il nous faut aussi une équipe en interne. On est obligé d'avoir certaines compétences en interne. Donc, le premier salarié, ça a été Loïc. Donc, Loïc a fait la première formation dev d'Auto. Oui. Je crois que c'est le premier batch. Ouais. Je crois. Et donc, on l'a pris en stage. Alternance ou stage Non, c'était un stage à l'époque. Stage après. Il y a de l'alternance, mais à l'époque, c'était un stage. Donc, on l'a pris en stage. 2 mois. 2 mois. Avec un autre développeur. Tout à fait. Formation. Et Loïc est clairement sorti du lot. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement impliqué. Il adore ce qu'il fait et il a aussi un état d'esprit qui est très compatible avec le nôtre. Et du coup, ça a été une évidence de le garder après. Okay. Donc, ça a été notre premier salarié. Et aujourd'hui, c'est le 3e développeur de l'équipe. Il n'y a pas un moment où il vous a dit moi je vais aller en freelance, je vais gagner plus et tout. Je le connais pas, donc je sais. Mais pour l'instant, en tout cas, non, il veut pas. Non, mais c'est cool, tant mieux, tu vois, parce que moi j'ai l'impression vraiment, vu de l'extérieur, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de freelance bubblers qui sont un peu des divas. Et bon, je sais pas pourquoi j'ai cette mauvaise image, tu vois, mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve hyper frustrant. C'est peut-être parce que j'ai géré une agence avant et que je me mets à la place des gens maintenant, mais. Après, ça dépend de ta situation perso aussi. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu veux acheter? Ça peut être lié à ça, ça peut être lié à plein de choses. Est-ce que tu as envie de bouger à quel coin du monde sans avoir demandé C'est vrai. Non, mais bon, après, chacun fait les choix. Hein. Je veux dire, je critique pas le choix, mais je trouve ça dommage que ça soit autant mis en avant, en fait, aujourd'hui. Oui. Et que ça soit... Et qu'on... Ouais, mais bon, après, voilà. Parce que derrière, il y a les impôts à payer, il y a la mutuelle, il y a la responsabilité pro. C'est pas du tout une réalité de penser qu'on gagne plus en freelance, quoi. Enfin, ça, c'est pas... Mais bon, après, je dis ça, vous étiez en freelance, vous vous êtes associé, vous faites une agence, vous recrutez des gens, donc comme quoi, tous les freelance Bubble ne font pas ce que je dis, donc c'est pas... Ouais, puis même dans les freelances, en fait, après, nous, on essaye de faire un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'effectivement, on demande à des freelances de travailler avec nous quand on a besoin, mais on essaie aussi de leur apporter des choses. Un des principes en fait qu'on a quand même, c'est que si un freelance qui travaille sur un projet pour nous galère sur quelque chose, il faut pas qu'il galère. Il vient nous voir. Soit François, soit moi, mais il vient nous voir et on le débloque.
Ça, c'est important, tu as raison. D'ailleurs, c'est pas une relation unilatérale. Non, Et de toute façon, on le voit bien. De toute façon, les agences qui sous-traitent basiquement, etc., en général, ça se passe pas bien. Si tu fais que envoyer un projet sous-traité, bon, il y a même des agences qui disent même pas à leurs clients qui sous-traitent, etc. Non. Ça, c'est des pratiques encore plus douteuses. On va pas rentrer là-dedans. Mais donc, non, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'on donne aussi envie à des freelances peut-être de devenir c'est un peu notre salariés en étant. c'est ce à quoi on croit. C'est qu'effectivement, si on apporte quelque chose aux freelances, limite, ils auront plus envie de travailler pour nous que pour une autre agence. Après, s'ils ont des clients directs, là, c'est leur choix, c'est différent. C'est différent, mais non, on a même un cas de freelance qui nous apporte des affaires, qui aurait pu les faire en direct, mais qui préfère les faire avec nous parce qu'il y a ce soutien. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est pour nous, c'est une satisfaction quelque part. Ouais, c'est bien ça. Les freelances qui veulent rester avec nous parce qu'ils voient qu'ils peuvent monter en compétence avec nous. Et c'est vrai que ce côté un peu de pas faire plein d'outils, se concentrer sur 2 par exemple, ça nous permet nous aussi d'acquérir de l'expertise qu'on peut après apporter à d'autres. Et c'est pour ça après que les freelances veulent rester avec nous et demandent toujours d'avoir plus de travail. Non, peut-être pas, mais en tout cas. Ah, mais c'est cool. Et alors du coup, vous en êtes où là en termes d'équipe? Alors justement, après, on va continuer. Donc ensuite, on a 3 alternantes. On précise bien sur le te. On a 3 alternantes. Donc Cilia qui fait l'UI UX chez nous. Ensuite, il y a Amina qui est plutôt growth hacking. Ouais. Ok. Et puis Jessaline qui n'est pas encore physiquement chez nous, mais qui a commencé sa formation chez Auto et qu'on attend dans quelques mois. Voilà. Okay. Et donc elle qui fera du dev, j'imagine. Qui fera du dev. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis parallèlement à ça, il y a des freelances qui travaillent régulièrement avec nous. Donc il y a Arnaud Leplay, il y a Indra, oui. Indra, il y a Lorraine Bergogneau aussi, qui travaille régulièrement avec nous. Sylvie Curis aussi. Ouais, un petit peu. Qui travaille avec nous aussi. Voilà. On a aussi une équipe de freelance. Et du coup, sur comment vous... Mais Tiffany, ma compagne, oui, parce que tu mentionnais. développeuse Webflow et qui est freelance pour la boîte. Et c'est elle qui a fait le site de la Bastille, qui fait tous les sites pour les clients et qui va faire la prochaine V2 du site de la Bastide aussi. Ok. D'où vient le nom La Bastide d'ailleurs? Alors, Vas-y, c'est ton nom. Ouais, c'est vrai. En fait, la Bastide, c'est... Thierry et moi, en fait, on avait une idée de créer une agence, chacun de son côté. Et moi, c'est un truc qui me titillait depuis longtemps. Et là, pour la petite anecdote, à la base, j'avais acheté le nom de domaine No Code for Good parce que je voulais l'appeler No Code for Good. Et finalement, je me suis dit non, quand même, No Code for Good, autant que ça soit d'intérêt général et donc du coup, que ça soit l'assaut. Et du coup, je cherchais un nom. Et j'ai cherché plein de noms. Et à un moment, je suis allé en vacances en Dordogne. Si vous connaissez pas la Dordogne, je vous le conseille, c'est très très beau. Je suis tombé sur un village qui s'appelait Montpazier, qui est une bastide. Et une bastide, du coup, j'ai appris ce que c'était. C'est une ville médiévale qui est à la base conçue pour être autonome, tant économiquement, socialement parlant. Ok, moi je savais pas, je croyais que c'était une maison. Enfin, je crois que ça désignait une maison. Mais oui, ça désigne aussi une maison, notamment dans le sud-est. Ah ok, d'accord, suivant la région. Mais donc, les Bastides, c'est plus sud-ouest en fait. C'est plus sud-ouest. C'est une dénomination plus sud-ouest. Et ça peut être des villages médiévales fortifiés. Ça peut être une des plus grandes bastides connues, Carcassonne par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, ça c'est un peu aussi le même mindset que Auto et que Contournement aussi en fait finalement. C'est que le no-code peut amener à l'autonomie, à condition que du coup les gens soient bien formés et que la prise de relais soit bien faite aussi. Et pour moi c'est un peu ça aussi. C'est le no-code peut amener à l'autonomie et tu vois c'est aussi notre histoire. Enfin, à Thierry, il a développé son projet avec GRDF sur Bubble, c'était son propre autonomie. Il est devenu autonome à le faire. Moi, j'avais développé la plateforme de crowdfunding pour Local Hero de manière autonome aussi. Et un peu ce côté-là. Même si aujourd'hui on accompagne des personnes pour le faire, on fait en sorte que aussi les projets qu'on laisse soient un minimum bien documentés et que le passage de relais soit bien fait. Et de la même manière, Thierry et François font aussi du mentorat
de coaching auprès des équipes Bubble, des clients qui peuvent prendre des bubblers après. Ok. Donc tout le monde se retrouve dans le village et fait la fête tous ensemble. Exactement. Tout à fait. Mais on bosse aussi un peu. On bosse. Super. Ben alors justement, parlons-en. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment vous bossez. Ça m'intéresse toujours beaucoup, surtout pour les agences. Et en général, la manière que j'aime bien faire un peu, c'est de dérouler un petit peu le cycle d'un projet. Si on commence peut-être par la partie un peu commerciale, alors c'est peut-être pas celle où on va passer le plus de temps, mais savoir toi, tu vois, Alex, quand tu passes du temps avec des clients, c'est quoi un peu les arguments, les difficultés, comment tu vends un projet Bubble, tu vois, ou Webflow, enfin, projet no-code, quoi. Comment je vends En fait, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier d'ailleurs? Peut-être qu'il n'y a rien de particulier là-dessus, tu vois. Déjà, le secret numéro 1, c'est de laisser parler le prospect. Pendant un rendez-vous client, je parle quasiment pas, juste pour te poser des questions. Ensuite, j'essaie de faire une estimation. En fait, là, on a fait une erreur, c'est l'erreur de tout débutant et même d'agence encore actuellement, c'est de vendre du forfait. Ouais, ok. Ce que vendre du forfait, c'est-à-dire que tu vas vendre sur un devis qui est ferme, avec tel prix, et tu te cantonnes à ce prix-là. Souvent. Tu te cantonnes aussi au devis. Et tu te cantonnes au devis aussi. Ce qui est contenu, mais justement, c'est là souvent que le bas blesse. Ouais. Que le bas blesse. Et si tu veux que. Déjà, il faut aussi faire un cahier des charges, il faut avoir un cahier des charges assez conséquent qui puisse. Et du coup, que l'estimation repose sur ce cahier des charges aussi. Et en fait, tout projet, pendant l'histoire du développement, du projet en tout cas, les besoins évoluent. Les clients ont besoin de finalement, tiens, je vais mettre un bouton autre part, tiens, j'ai envie de connecter avec telle API, j'ai envie de faire, tiens, j'ai un futur utilisateur qui m'a demandé de faire ça comme fonctionnalité, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et après ça, je vais laisser. Mais du coup, on fait pas des devis, on fait des estimations avec une hypothèse basse et une hypothèse haute. Donc du coup, ça donne une hypothèse moyenne et on dit si en fonction de votre besoin, en fonction de l'évolution, on va plus approcher l'hypothèse basse ou l'hypothèse haute et on va fonctionner en sprint où on va du coup réévaluer le sprint suivant et voir ce qui a été fait au sprint précédent. Sprint, ça veut dire quoi, 1 semaine, 2 semaines? Enfin, c'est une durée fixe? Alors, on fonctionne plus, nous, en sprint par fonctionnalité. Ça, c'est issu notamment de François. Parce qu'au départ, moi, effectivement, j'ai plus une habitude de sprint Scrum classique. Voilà, on a une charge de travail pendant une durée donnée et on délivre cette charge de travail et puis on a fait ce qu'on a fait. Voilà. François a un fonctionnement un petit peu différent et qui, au final, pour le no-code, s'avère être probablement plus pertinent. C'est de raisonner par fonctionnalité. C'est un sprint, c'est je développe telle fonctionnalité. Donc, ça peut être, par exemple, je sais pas, tout le sign-up et onboarding, voilà, c'est un sprint. Et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Mais, et ça a un prix? Ou pas? Ça a un prix. C'est-à-dire, là, je parle d'un point de vue commercial, vous savez, le client, en tout cas, sait combien ça va lui être facturé? Non, pas exactement. Non, pas exactement, c'est toujours une estimation. En fait, c'est un exemple que je prends souvent, une comparaison, c'est qu'en fait, quand un client te demande une porte, t'es menuisier, le client il te dit je veux une porte. Si tu es un menuisier normal, tu vas lui chiffrer une porte classique, pas la plus bas de gamme, mais pas la plus de gamme non plus. Tu lui chiffres une porte classique. Ça, c'est la façon dont tu as compris sa demande, c'était je veux une porte. Lui, dans sa tête, c'est peut-être complètement différent. Lui, la porte, il la voit peut-être 3 mètres de large, 4 mètres de haut, en chêne massif, sculpté à la main, avec des dorures, etc. Mais ça, tu le sais pas, en fait, s'il te demande simplement une porte. Ce hiatus-là, en fait, entre sa conception à lui et la tienne, tu l'as pas. Et donc, travailler, en fait, au forfait sur si peu d'informations, et c'est dans la grande majorité des cas, on a aussi peu d'informations, parce que le client sait pas forcément. Alors, donc quand après, tu fais un premier devis, quoi, parce que quand après, si tu fais une phase de conception, tu peux éventuellement, admettons, enfin, je l'essaie jusqu'au bout, mais ça me paraît pas être une fatalité. Tu dois quand même tout savoir un minimum d'informations, enfin un peu plus d'informations. Bien sûr, on n'empêche des choses. Après, il faut faire des avenants, il faut partir sur la négo. Ça n'empêche pas de s'être mal compris. Ça, on est d'accord. Pas forcément s'être mal compris, mais aussi parce que comment le client, dans nos clients, on a beaucoup de porteurs de projets qui sont
pas forcément tech, et même rarement tech. Donc, pour eux, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on demande telle fonctionnalité, ils ont une façon de se l'imaginer qui n'est pas forcément la nôtre. Et on a du mal à les faire accoucher de données suffisamment précises parce qu'il n'y a pas de personne pour faire le cahier des charges auprès d'eux, quoi. Donc ça fait partie de notre travail aussi par la suite. Bien sûr. Mais souvent, le client, avant de s'engager avec nous, il a quand même besoin d'avoir un ordre de prix. D'avoir une idée. Donc ça, c'est le travail d'Alex, de cadrer en fait le projet en fonction de ce qui est demandé. Donc là, il pose beaucoup de questions, il creuse cette partie-là et on arrive à une fourchette qui passe pas souvent, enfin, c'est-à-dire qui est globalement assez juste. Mais après, dans la manière de fonctionner, forcément, c'est l'intérêt des méthodes dites agiles, c'est qu'en fait, on spécifie les fonctionnalités au fur et à mesure qu'elles vont être dans le planning. C'est-à-dire qu'au début, on dit, par exemple, on va commencer par la partie sign-up, onboarding, etc. Donc là, on va définir qu'est-ce que tu veux, quelles informations tu veux collecter sur tes clients au moment où ils s'inscrivent, qu'est-ce que tu vas collecter après, qu'est-ce que tu veux leur montrer dans l'onboarding. Voilà. Et donc, que tu veux les envoyer, ces données toute cette partie-là, en fait, on va la spécifier, puis on va développer cette partie-là. Et ensuite, on va passer à la partie suivante, etc. Et l'avantage aussi de la méthode agile, c'est que quand le client lui livre, et c'est ça aussi un des intérêts du no-code, c'est qu'on peut livrer des choses au fur et à mesure. Parce qu'on a très vite des choses qui sont montrables. Et donc, quand on livre une partie à notre client pour qu'il la teste, il va la montrer à sa femme, il va la montrer à des collègues, il va la montrer à des clients potentiels, etc. Et souvent, il revient avec des remontées d'informations. Donc, c'est vrai, ça finalement, ça je le voulais comme ça, mais finalement, il faudrait bien le faire comme ça. Et là, dans notre système, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que tu veux qu'on change, on change, pas de problème. Ouais, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous évaluez le prix que ça coûte. C'est-à-dire que, ok, donc vous faites une fourchette au début. Mais je ne comprends pas le principe de sprint par fonctionnalité. Je ne comprends pas comment il vous aide à adapter ensuite, concrètement, la facturation, quoi. Facture au temps passé. Mais si on voit par exemple vous facturez quand même au temps passé. On facture toujours au temps passé. Au temps passé. Et si on voit par exemple qu'une fonctionnalité on l'a mal devisée, enfin mal estimée, pardon, et qu'on a dit peut-être que ça va être estimé entre 2 et 4 heures par exemple, et qu'on se rend compte que ça va être plutôt entre 2 et 3 jours, on dit au client, on lui dit, écoute, c'est plus complexe que ce qu'on avait imaginé, parce qu'il y a ça qui rentre en jeu. Okay. Et donc, du coup, ça risque de prendre entre 2 et 3 jours. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, non, si t'es pas d'accord, on en discute, on essaie de trouver une solution, etc. Ok, non, mais ce qui me manquait, c'était le temps passé. C'était parce qu'il faut quand même une unité. On fait une facturation au temps passé. Parce qu'en fait, sprints sont à la fonctionnalité, mais on facture au temps passé. Oui. Parce que souvent, en fait, dans les facturations agiles, c'est un truc qui existe pas. Enfin, c'est de facture au sprint, mais parce que les sprints ont une durée. Oui, exactement. Et donc, chaque sprint, ça revient au même. C'est ça la différence, effectivement, c'est que quand on est au sprint avec une charge de travail donnée, un nombre de jours à passer par semaine donné, là, effectivement, on peut facturer. Enfin, c'est un forfait, une sorte de forfait, mais un forfait en temps de travail, pas un forfait en réalisation, quoi. Ouais. Et mais là, nous, effectivement, la facturation se fait sur la base de sprint fonctionnel. Mais après, les sprints peuvent être variés, mais on essaie que ça soit à peu près aux alentours de 5 jours, quoi. Ok, non, mais je comprends. Enfin, c'est faire fonctionnalité par fonctionnalité, etc. Ça permet. Le plus important de toute façon. C'est des packages de fonctionnalités. Ouais, ce qui est important, c'est d'avoir vite l'avis du client. Comme tu l'as dit, ça c'est un des gros avantages, à mon sens, quand même, des outils no-code et notamment de Bubble. Pouvoir très vite mettre une fonctionnalité ou quelque chose dans les mains du client, vérifier qu'on s'est bien compris. Moi, je disais tout à l'heure, on s'est mal compris. C'est pas toujours que. C'est des fois juste la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est une fois qu'on lui montre, c'est très dur pour les gens qui ne sont pas du métier de se projeter dans c'est quoi un système de création de compte, par exemple. Même si. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que des fois, mieux vaut peut-être le faire dans Bubble que de passer 2 jours à essayer de comprendre ce que la personne a en tête parce qu'elle arrive mal à l'exprimer parce que c'est pas son métier. Et même si vous pouvez être les meilleurs concepteurs du monde, des fois c'est plus simple, tu fais un truc, il réagit, non, en fait c'est ça, et puis comme ça on se met d'accord. C'est ce qu'on dit, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Et c'est un peu ça, c'est la même chose, quoi. Si c'est compliqué de se mettre d'accord sur une interface, on fait un premier projet. Même si c'est tout bête, une mise en place tout bête, et puis après, on peut discuter sur quelque chose de concret que les clients peuvent évaluer lui-même, quoi. Mais justement, si je reprends un peu mon cycle de projet, donc admettons que vous l'avez vendu, donc Alex a convaincu personne, a été très persuasif, personne signe.
C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que vous faites des ateliers quand même pour essayer un minimum de comprendre ce que la personne veut? Alors ça démarre toujours en fait par un kick-off, c'est-à-dire une ou plusieurs réunions où on va cadrer beaucoup plus. C'est qu'effectivement, on va détailler un peu. Enfin, nous, on a toute une liste de questions en fait qu'on pose aux clients sur comment va fonctionner le truc, quels sont les outils qu'on va utiliser, est-ce qu'il y a des API à connecter, donc est-ce qu'on va utiliser des services extérieurs auxquels il va falloir se relier, qu'est-ce qu'il attend, est-ce qu'il a une charge graphique, quelle ambiance il veut, quel wording aussi utiliser, si des fois on doit faire des textes ou des trucs comme ça. Selon les projets, c'est soit un style plus formel, soit au contraire beaucoup plus libre. Voilà, après, tout ce qu'il attend. Quelles sont les fonctionnalités prioritaires aussi, parce que ça nous aide ça après à faire le planning. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux voir en premier, qu'est-ce qui va t'aider le plus en fait à présenter ton projet au départ. Est-ce que tout ça vous le mettez sur papier, dans un Notion? C'est dans un Miro. Tout est sur Miro. C'est notre outil principal. Alors ça nous sert à la fois d'outil de conception, de dialogue avec le client, de documentation, enfin de conception ensuite technique. Pour nous, c'est là où on fait le schéma de la base de données, on dessine le workflow, etc. Et c'est aussi l'outil de documentation technique auquel le client a accès en fait. Donc là, on essaie de décrire au maximum les choses qu'on fait dedans. Donc, je vois que ça a un sens, on va pas mettre tous les détails, mais c'est notre référence. Alors ça sert à la fois pour le client s'il a envie de comprendre comment ça fonctionne, mais ça sert aussi à nous parce que quand on revient 3 semaines après ou je dis en fait on essaie de travailler sur le long terme avec nos clients, donc ça arrive que on termine une première version et puis 2 mois après le client revient pour dire voilà, je voudrais qu'on rajoute des fonctionnalités. Mais entre-temps, on a fait 4 projets, on a oublié complètement comment fonctionnait le précédent, donc il faut qu'on se replonge dedans et ça aide beaucoup d'avoir cet outil-là. Donc ça, c'est vraiment notre outil principal. Après, pour la partie gestion de projet, on utilise ClickUp. Donc là, c'est pour gérer clairement les tâches en fait et l'attribution des tâches à chacun. Voilà. Après, on utilise Miro presque plus sur la partie d'Alex en fait, toute la partie CRM commerciale. Voilà. Là, on utilise plus Miro. Non, Notion. Notion, oui. Notion. Ouais. On utilise plus Notion. Et on a aussi une base de connaissances sur Notion qu'il faudrait qu'on enrichisse encore plus, mais. Notion, voilà. ClickUp, c'est des outils qui pourraient être un petit peu similaires. Ça vous pose pas de problème d'avoir les deux? Enfin, je veux dire. On s'en sert pas pour la même chose en fait. Ouais. Non du tout. Vous n'êtes pas dit que, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez ne pas utiliser ClickUp, qui est faire dans Notion, par exemple, mais vous préférez ClickUp, qui est un outil de gestion de projet plus spécifiquement, alors que Notion est plus généraliste. Vous n'êtes pas dit. On préfère même avoir notre propre outil. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. D'accord. C'est qu'en fait, après avoir testé, différentes solutions, en fait, voilà, pour répondre à notre besoin, on se dit qu'il va falloir qu'on développe notre propre outil. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ok. Notamment pour allouer les ressources par semaine sur les projets. Okay. Un de nos travaux en tant qu'agence, notre rôle, c'est de mettre les ressources en face des projets. Ouais. Comment ils s'occupent de ça? Ça, c'est en commun. On fait ça tous les trois. Tous les vendredis. On a un codir. Tous les vendredis, des fois le lundi ici. Vendredi, c'était pas possible. On passe en revue tous les projets qu'on a et les prospects un peu chauds. Et puis, on essaie de mettre en face les ressources en fonction des besoins, de la complexité des applications, des spécificités des uns et des autres, des affinités des uns et des autres. Et on essaie de mettre en face les ressources. Et donc, les difficultés qu'on a aujourd'hui, les outils qu'on a qui remplissent pas complètement le rôle, c'est justement cette allocation de ressources, pouvoir la faire un peu plus précisément que ce qu'on fait. Et puis, après, par la suite, comme on travaille avec une part de freelance, c'est gérer toute la facturation des freelances. C'est-à-dire que comme on fait une part de pro bono aussi, voilà, donc c'est pas parce qu'un freelance a passé 10 heures qu'on va facturer au client 10 heures, même pas non plus forcément qui va lui nous facturer 10 heures, parce que ça dépend aussi de comment ces heures ont été faites, s'il y a eu beaucoup de coaching de notre part ou des choses comme ça. Enfin bref, il y a tout un travail à faire sur la facturation, voilà, facturable, non facturable. Et ça, il n'y a aucun outil en fait qu'on a pu tester qui soit satisfaisant de ce point de vue. Donc on développe le nôtre. Voilà. Donc on peut pas extraire en fait par personne, autant par projet.
Ok. ClickUp est pas bon sur cette partie-là. Non. C'est pas mal sur la gestion des tâches, mais sur cette partie-là, vraiment pas bon. Ouais, même pour l'allocation de ressources, ClickUp, tu peux allouer des personnes à des tâches et pas à des projets. Et ça, c'est chiant. D'accord. Ok. Je comptais un peu aborder ça, mais bon, c'est intéressant que vous l'ayez mentionné, mais on reviendra peut-être un peu justement sur la question d'outillage. Mais si j'avance juste si je reprends un peu mon cycle de projet, donc là on a évoqué le parti commercial, le cadrage, etc. On arrive au développement. Tu parlais tout à l'heure justement un petit peu des méthodos un peu de développement. Est-ce que là-dessus vous avez des choses un petit peu à partager? Peut-être plus spécifiquement à Bubble d'ailleurs, mais bon, même en général. Déjà, des choses qui sont un peu plus générales, c'est que on essaye de faire fonctionner ce qu'on a en tête sur le papier avant que ça fonctionne dans Bubble. Par exemple, la base de données, on commence par la concevoir dans Miro. Ne pas se jeter dans les outils, ça c'est toujours un bon conseil. Ça, j'ai appris beaucoup avec Thierry et François, c'est que quand t'es pas dev de métier, enfin développeur, codeur, t'apprends pas forcément à conceptualiser. Et tu jettes directement dans l'outil et tu essaies d'avancer le max possible. C'est un gros écueil. Oui, c'est un gros écueil. Et ça te mène souvent à des impasses ou à refaire des choses que tu viens de faire. Donc, on essaie de faire ça. En fait, c'est d'abord de conceptualiser les choses. Donc, on conceptualise assez systématiquement la base de données et puis les workflows principaux. Donc, savoir quelles sont les entités, quelles sont les relations que peuvent avoir, les user stories, souvent, s'ils sont écrites dans Miro. Et comme ça, après, ça nous aide ensuite à développer les choses. On segmente un peu on cadre en fait un peu chaque phase du projet. Donc ça, beaucoup en commun avec le client. Et puis, après, on développe, quoi. Voilà. Et un tableau Miro par client, important. Oui. Sinon, après, il y en a partout. Donc, surtout qu'en plus, le client a accès souvent au Miro. Donc, quand il a accès au Miro, il voit que ce qui le concerne, pas tellement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est j'imagine, il peut voir tout ce qui le concerne. Oui, c'est ça, justement. Ça évite d'avoir plusieurs tableaux pour le même client. Mais ça, c'est bien, ça fait de la transparence. Après, parce que c'est ça que tu voulais dire. C'est tout dans le même Miro pour un client, pas segmenté en plusieurs Miros, mais par contre, pas mettre tous les clients sur un même Miro. Oui, exactement. Des fois, moi, j'avais tendance à faire plusieurs whimsical avec plusieurs Notion. Et puis, le Miro, il y a un niveau de zoom qui est impressionnant, quoi. Tu peux vraiment mettre énormément de choses dedans. Ouais, c'est vrai que c'est bien ce système en fait où on peut faire par exemple tu dessines un workflow principal. Sur le micro, juste bien. Sinon. Tu dessines un workflow principal et puis ensuite tu peux en zoomant un petit peu donner plus de détails en dessous d'une partie. Donc on peut faire de la conception un peu grosse maille d'abord, puis après on détaille une fonctionnalité, puis ensuite on détaille les détails de la fonctionnalité, avant de commencer à mettre ça dans Bubble. Donc ça c'est assez bien comme outil. Et oui, donc le client a accès effectivement au Miro, donc il peut voir les différentes choses. C'est aussi une référence pour lui. Pour certains clients veulent vraiment comprendre en fait ce qui se passe. Donc là, souvent on détaille beaucoup plus nos workflows et pour faire valider aussi la façon dont ça fonctionne avec eux. Voilà, et après, on développe. Alors, contrairement à d'autres agences, on n'a pas systématiquement une répartition des tâches entre celui qui va développer le front, c'est l'interface accessible par l'utilisateur, la partie visuelle, les workflows, donc toute la logique de l'application, et puis encore une autre partie qui est le back-end, tout ce qui va se passer côté serveur, qui ne soit pas en lien direct avec l'interface du client. On a testé sur des projets. Ouais. Après, c'est finalement pas trop notre philosophie. Ouais, moi je peux comprendre. Moi je trouve que, j'ai été vachement surpris les premières fois où j'ai entendu des agences dire qu'elles reproduisaient en quelque sorte ce fonctionnement back-end, front-end du dev traditionnel. Alors que moi je trouve qu'un des intérêts que j'ai l'impression dans Bubble notamment, c'est qu'une même personne peut tout faire, quoi, théoriquement. Alors après j'ai compris au fil du temps qu'il y avait des gens qui étaient plus forts en front. Bon, alors on a eu un petit problème technique parce que ma carte était pleine, je n'avais jamais vidé et voilà, j'ai pas pensé. Et donc on a une petite pause, on a eu un petit break, on ne savait plus exactement où on était. On parlait du développement sur Bubble, voilà, on était à cette étape-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue justement sur un peu la livraison. Moi j'aime bien cette étape qui est toujours un peu difficile, on en parlait d'ailleurs un petit peu en off au début. Comment est-ce que ça se passe quand vous livrez un projet? Comment vous faites tester? Comment vous faites ce qu'on appelle la recette en général dans la gestion de projet? Est-ce que vous avez des bugs? Alors, c'est pas forcément aussi formel que ça peut être dans d'autres agences, j'imagine. Enfin, en tout cas, en code, clairement.
mais bon, on a toujours, quand on a terminé un développement, on a une phase de test qu'on fait de notre côté. Évidemment, on livre pas le brouillon au client. Et puis après, on met à disposition du client sur une branche Un staging, environnement en fait, de un test. environnement qui n'est pas l'environnement de production. On met à disposition ce qu'on a fait au client. Et on teste charge à pas lui que tester. à la fin de la version. On teste workflow par workflow. Dès Ah qu'on oui, on développe teste, un truc. oui, on teste. Mais bon, ça après, ouais, c'est effectivement dans le flux de développement en no-code d'une manière générale et sur Bubble en particulier. En fait, on teste toutes les 5 minutes, quoi. Ouais. On fait quelque chose, on vérifie que hyper ça fonctionne bien, puis ensuite on Ouais, mais est-ce que vous arrivez continue. à tester vraiment, tu vois, parce que tous les devs, forcément, testent un peu, mais moi je pense que les devs sont toujours un peu biaisés quand ils testent. Un dev, il peut pas tester que ce soit en code, en no-code, il peut On bien est d'accord, tester. c'est pour ça en Ouais, fait qu'on a toujours une phase où on fait tester aux clients avant, et souvent ils trouvent des bugs qu'on n'a pas vus, parce qu'effectivement nous on sait ce que c'est censé faire. Donc, Voilà, c'est ça. donc même si on essaie de faire des bêtises, on fait des bêtises prévisibles. Ouais, Voilà, alors que le client, s'il teste lui-même, déjà il va en faire lui-même, puis il a une meilleure connaissance de ce que peut faire son public, ses utilisateurs. ouais. Puis il faut avoir une approche plus candide, comme tu Ouais. vois, comme tu dis, le dev il a un contexte, il sait à peu près comment c'est censé marcher, donc ça te met des œillères, même si des fois les clients ils peuvent te faire des trucs que t'as pas du tout pensé parce que pour eux ça paraît c'est un truc un peu... Complètement. Donc voilà, donc c'est pour ça il y a toujours une phase de test où le client teste de son côté, et puis après une fois qu'on est d'accord, on met en production. Voilà. Okay. C'est simplement ça. Après, ensuite, vous assurez la maintenance, comment ça se passe, est-ce que les gens payent, est-ce que c'est dans le contrat? On n'était pas à la base. Moi, je suis parti en tout cas de la philosophie sur laquelle une app bien développée n'a pas besoin de maintenance. Ouais, ok. Mais en fait, oui, c'est ça. mais en fait, il y a des mises à beau, jour de Bubble, il y a des API qui sont de nouvelles versions qui arrivent, enfin qui changent, notamment OpenAI. Là, j'ai découvert aussi récemment du coup qu'ils avaient déprécié leur. Ah ouais. Okay. Ouais. Et donc du coup, faut faire attention à vos calls API d'OpenAI, les gens. Avec les routes, complétion, chat, etc. Exactement. Ouais, okay. Les rôles et les content. Pour le chat, ouais. Et donc, du coup, là, maintenant, c'est de ce côté-là aussi. Et puis, bien évidemment, après, Thierry va enchérir sur le côté maintenance. Mais ils nous demandent toujours, les clients, des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses à modifier, etc. Et c'est pour ça qu'on évolue avec les clients tout le temps, pendant 1 an et demi, si ça se passe bien. Hein. Et encore plus si affinité. Et parce que nous, on vient nous voir principalement aussi beaucoup maintenant pour aussi développer de nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens que vous avez accompagnés, leur projet fonctionne. Oui, ça effectivement, oui. Pas que techniquement. S'ils ne fonctionnent pas, on ne les revoit pas. Ouais, voilà. Non, pas que techniquement, mais ouais, voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Okay. Et donc, oui, on assure la maintenance. Enfin, déjà, en général, avant de livrer la version définitive, entre guillemets, parce que c'est jamais complètement définitif, on a toujours une période un peu où on va nettoyer l'application, parce que tu fais toujours des pages de test, des trucs. Donc là, on essaie de nettoyer, vérifier. Après, un outil qu'on utilise de plus en plus, depuis très peu de temps, parce qu'il est pas vieux. C'est Flusk, en fait, qu'on met systématiquement maintenant sur les applications pour s'assurer en fait qu'il n'y a pas de trou de sécurité dans nos applications. Ça permet aussi de faire du monitoring sur les apps déployées. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'après, effectivement, quand on est dans la phase de prod au début, tu peux avoir des erreurs dans les workflows, des choses qui se passent mal, des bugs que le client ne voit pas forcément. Ou alors qui ne signale pas forcément. Et donc ça nous permet aussi de monitorer ces choses-là et donc de réagir, de corriger s'il y a besoin, soit directement comme ça parce que on sait comment corriger, on publie, puis voilà, ou soit on parle au client parce que y a un truc, ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, et puis c'est un peu plus lourd. Voilà, et après, comme l'a dit Alex, en fait, très souvent il n'y a pas de livraison en disant bon voilà, c'est fini, on a fini le travail. Ça, c'est que le client il a toujours une roadmap plus ou moins importante sous la main, quoi. Et donc on a fait une première livraison sur un périmètre de fonctionnalité, et puis après on va rajouter. Si ça marche bien, effectivement il va dire bon là, il faut rajouter ça, ou alors il s'aperçoit que il y a quelque chose qui pourrait être amélioré alors qu'il n'y avait pas pensé avant.
Et donc, très souvent, c'est de l'évolution continue, en fait, avec les clients. Pas toujours tous les jours ou toutes les semaines, mais des fois, il peut se passer 3 semaines, un mois, et puis ensuite, il revient, il dit, bon, bah, c'est bon, maintenant, on peut passer à la phase Encore une suivante. fois, c'est vraiment un des bénéfices, moi, je trouve, des outils no-code, c'est que ça tout à fait. comprime un peu les temps et les budgets aussi, quelque part. Moins cher de développer une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose comme ça qu'avec du code, ça entraîne moins de technicité, donc ça permet d'avoir ces évolutions. Donc c'est cool, quoi. Surtout quand tu as une base de données bien structurée dès le départ. Ouais. Oui, c'est sûr que la partie conception en amont, elle est clé. C'est là où l'expérience fait la différence en général. Ouais. Et puis c'est là aussi que dans la partie cadrage, en fait, on se limite pas, quand on discute avec les clients, on se limite pas à ce qu'il veut qu'on développe dans la première version. Si on cherche à avoir une visibilité un peu plus longue sur la façon dont il voit son projet dans le temps. Parce que en fonction de ça, en fait, on va concevoir les choses un peu différemment. Par exemple, je sais pas, si un client nous demande un questionnaire, ben on va faire un questionnaire, mais savoir que ce questionnaire-là, il va évoluer toutes les semaines dans le futur, ou qu'il va y en avoir 12 qui seront en 5 langues, ça change complètement la façon dont on conçoit le moteur de formulaire. Donc ça, c'est important, enfin, d'essayer d'avoir cette vision à long terme de ce que le client a en tête, même si après, ça se passe pas comme ça, parce que, enfin, comme tous les projets, en fait, des fois, ça pivote. Ce qu'on avait prévu initialement, finalement, c'est pas ce qui se passe. Mais au moins, nous, dans la phase de conception, quand on a cette vision, on peut déjà préparer mieux les choses. Et comment vous gérez peut-être un peu le dernier sujet, parce que ça fait déjà un long épisode, mais tout ça est hyper intéressant. On l'évoquait en off, le sujet justement de l'allocation des ressources, en quelque sorte. Donc on disait, bon, les ressources, ça c'est compliqué. Et il y a ce truc de, vous devez toujours chercher des nouveaux projets. Mais vous le disiez, vous avez des projets des fois qui marchent bien et donc qui vont aussi, à un moment imprévu, en quelque sorte, vous demander, tiens, est-ce que vous pourriez pas nous faire telle nouvelle fonctionnalité ? Alors soit ça peut être un bug, là vous avez une certaine urgence aussi peut-être à corriger, soit c'est juste une demande, nouveau projet, et vous pouvez pas leur dire, non, là on est full, on le fait dans 6 mois, quoi. Enfin, j'imagine. Peut-être pas on essaie de pas le faire, non, clairement. Ouais. On essaie de pas le faire. Surtout si c'est des gens que vous aimez bien, etc. Ouais, voilà, exactement. Et puis, souvent, les clients, quand ils demandent quelque chose, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, en plus, c'est difficile de leur dire, non, on revient l'année prochaine. Comment vous gérez ça ? Comme on peut. Non, mais clairement, c'est la difficulté. Il n'y a pas de recette magique, quoi. Non, il n'y a pas de recette magique, c'est la difficulté. Il faut apprendre à pas dormir beaucoup. Mais non, il n'y a pas de recette magique. C'est là, en fait, c'est effectivement là qu'est important la notion de ressources. Et c'est un peu ce qui nous manque aussi. Hein. C'est qu'on n'a pas une armée de réserve, en fait, suffisante, en quantité et en qualité, qui va nous permettre d'absorber n'importe quelle charge de travail. Ce qui serait difficile de toute façon, puisque ces freelances potentiellement qui pourraient être en réserve, eux-mêmes ont leur propre vie. Exactement, ils sont sollicités. Et donc, c'est ça qui est très dur. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un peu... On a quelques jokers, mais qui sont très bons, soit qui travaillent, qui sont salariés, soit qui sont pris par des missions freelance, mais qui, quand on les sollicite, peuvent se rendre disponibles pour nous, mais pas à temps plein. C'est ça, pas à temps plein, quoi. Donc, voilà, après, le tampon, c'est pour ça qu'on trouve important d'avoir aussi une équipe en interne, parce que ça permet de faire un peu plus le tampon. C'est plus souple, quoi. On peut très bien confier un projet à un freelance et puis se dire, toute la partie maintenance de 4-5 projets différents, on le fait en interne, voilà. Mais c'est l'exercice le plus compliqué, clairement. C'est l'exercice le plus compliqué. Et ça s'arrange pas avec le temps. Parce qu'en fait, le premier projet qu'on fait, à un moment, il s'arrête et puis il revient plus tard. Mais quand on en a fait 10, c'est les 10 qui peuvent potentiellement revenir. Une espèce de d'épée de Damoclès à tout moment. C'est ça. Tu peux avoir c'est un bon problème en quelque sorte, mais tu peux avoir une demande qui arrive à tout moment et qui vient changer, bouleverser ton planning. Exactement. Mais tu vois, par exemple, on voit François, il est en train de gérer sûrement 8 projets en même temps. S'il y en a un qui prend énormément de charges parce qu'il a levé des fonds et d'un seul coup il faut mettre beaucoup plus de ressources dessus, on va trouver une solution, mais c'est une solution qui va être compliquée. Pour terminer, peut-être chacun, peut-être une dernière, un conseil peut-être sur justement ce côté agence, si vous pouvez éviter un problème ou un écueil à des gens qui voudraient se lancer. Éviter de vendre du forfait. Okay. Ça clairement, oui. C'est bien de le redire. Hein. Non, mais je pense clairement que le forfait, c'est pas du tout adapté au no-code.
pense que c'est pas adapté parce que justement le no-code permet cette liberté de changer au fur et à mesure du temps en fonction des retours, et comme on a des échanges qui sont beaucoup plus fréquents entre le développeur et l'agence et le porteur de projet, je pense que c'est pas adapté du tout. Hein, et si on est transparent avec les clients, effectivement, tout ce qu'on développe, le client le voit. Quoi. Après, c'est difficile. Le forfait, c'est ce qui est souvent le plus simple à vendre, surtout quand on n'est pas encore dans une relation de confiance avec quelqu'un, etc. Parce que forcément, un client, il veut savoir à peu près dans quoi il s'engage, quoi. Ouais, faut s'attendre à pas être rentable. Ouais. Non, mais tu fais bien de le dire un peu comme ça, sèchement, mais c'est vrai. Hein, moi, je pense qu'en fait, le problème du forfait, c'est qu'il y a une des deux parties qui se fait avoir. Oui. Ah oui, complètement. Et généralement, c'est l'agence ou le freelance, malheureusement. Mais ça peut, il y a aussi des gens pas très bien intentionnés qui peuvent arnaquer comme ça et ça, c'est d'autant plus vrai grâce au no-code des fois. Parce que quelqu'un qui n'a pas connaissance, qui se dit ah bah tiens, faire je sais pas un CRM c'est compliqué, sauf que quelqu'un avec un outil no-code peut aller un peu vite, mais le vendre au même prix que ce serait un dev traditionnel. Il y en a qui le font. Hein, et en plus de ça, ouais, déjà ça c'est certain. Et de l'autre côté aussi, le côté utilisation de templates. Alors effectivement, il y a des gens, ils vont te vendre, ah tiens, je vais te faire un CRM, ok, je vais passer 5 jours à le faire. Ils ont pris un template, ils l'ont juste mis en français avec les couleurs, ça leur a pris une journée. Ouais, non, c'est clair. Et la difficulté vient quand le client dit je voudrais rajouter ça comme fonctionnalité, ou je voudrais qu'on change ça. Désolé, ça va être compliqué parce que je sais pas faire. Ça va coûter le même prix que le premier projet, alors que tu demandes juste un changement, parce que du coup il faut remanier le template. Donc, non, mais on est d'accord en tout cas sur cette notion de facturation. Ce qui est important, c'est que nous on travaille que from scratch, pas de template, zéro. Et puis surtout viser la qualité, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est ça le meilleur conseil. En dehors du fait de vendre, ça peut aller de pair, c'est-à-dire que un client qui va avoir confiance, qui sait que tu délivres de la qualité, il sera d'autant plus enclin à te payer au temps passé, parce qu'il sait que dans ce temps-là, tu lui donneras le mieux qu'il peut espérer. Après, c'est une question de combien tu factures le temps, le taux horaire ou le taux journalier, mais c'est pareil, ça vient avec la confiance, quoi. Oui, c'est pareil. Et puis aussi avec la compétence, parce que quelque part, il y a une logique aussi. C'est si une fonctionnalité donnée, en fait, tu mets 2 jours à la faire, forcément, tu dois facturer moins que quelqu'un qui l'a fait en une journée. Ça paraît assez logique, du point de vue du client, en tout cas. Voilà. Donc après, il faut ajuster effectivement ces tarifs en fonction du niveau de compétence atteint. Mais, Exactement. Mais c'est vrai que c'est 2 choses que j'ai eu du mal, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout dans le dev. C'était de passer du forfait, de dire au revoir au forfait, et de passer à des estimations, en fait. On a beaucoup frappé pour ça. Au bout d'un moment, ça range la tête. Non, mais c'est aussi c'est pas facile à faire passer au client. C'est pas facile à vendre. Et pourtant quelque part, en théorie, c'est pas facile à vendre, mais finalement, c'est peut-être le plus facile à vendre. C'est le seul moyen pour être sûr le client il paye vraiment ce qu'il entend passer. Et surtout, il a la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas enfermé dans un devis où à chaque fois qu'il va demander quelque chose, on va lui dire non, ou alors on va lui dire ok, mais on fait un avenant. Et c'est comme toujours, quoi. C'est quand t'enlèves une option sur une voiture, on t'enlève 2 €. Si tu la rajoutes, c'est 50 €. Bon, c'est un peu ça, quoi. Et c'est un jeu qui est pas sain, moi je trouve, et qui est pas favorable au projet lui-même, en fait. C'est surtout ça qui nous guide, c'est comment, en fait, on fait en sorte que ce qu'on fait soit utile au projet. Voilà. Et imposer aux gens un forfait, et surtout un cahier des charges qu'on va figer jusqu'à la livraison finale, c'est pas favorable au projet. Non. Super. Je pense que ça sera le mot de la fin. J'aime bien. Je pense que c'est une très bonne manière de conclure. Où est-ce qu'on peut vous suivre chacun sur LinkedIn, j'imagine, peut-être. LinkedIn, le site de la Bastide. Est-ce que vous documentez un peu ce que vous faites ? Labastide.io, parce qu'il y en a plein des Bastides. Est-ce que vous avez un blog ? Est-ce que vous documentez un petit peu là des choses dont on vient de parler ? Trop peu. Ça va arriver. Ça prend du temps. C'est quelque chose sur lequel on doit un peu travailler. Avant l'été, on aura un nouveau site avec des articles de blog, etc. On va essayer de documenter un maximum, parce qu'on a maintenant les ressources pour pouvoir le faire. S'il y a des bubblers de qualité, ils peuvent vous appeler ? Bien sûr. Avec plaisir. Bien sûr. Avec plaisir. Ok, cool. Et s'ils ont envie
travailler avec nous ou de pouvoir bénéficier de nos compétences sur des sujets, etc. Demander si on sait faire, on peut les aider On fait aussi. aussi du coaching de freelance. On fait du coaching de freelance de Super, temps en non, temps. c'est bien de préciser. Donc, S'il y a encore des gens qui écoutent, après c'est 1h30 déjà, là c'est les gens qui sont déter, donc c'est cool. Et voilà, c'est genre de qualité. Merci à vous qui écoutez encore après 1h30. Eh bien, merci à tous les deux, et puis très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.